Voilà, donc je redis bonsoir à tous, bienvenue sur cette belle soirée donc avec une interview exclusive d'un trader professionnel qui a 15 ans d'expérience, Anthony Roy, présent bien sûr sur cette salle. On posera des questions à Anthony et Anthony va répondre bien sûr en toute transparence. Vous allez vraiment apprendre des choses ce soir dans plein de domaines, dans plein de thèmes que Anthony va aborder. Donc Anthony, eh ben, écoute, c'est à toi. Oui, bonsoir tout le monde. Voilà, je m'appelle Anthony Roy, ça fait 15 ans que je suis sur les marchés financiers. Et voilà, aujourd'hui on va donc traiter d'un thème qui m'est assez cher. C'est toutes les arnaques en fait autour du trading et qui font du mal, on va dire, au service d'investissement, voilà, qui veulent on va dire fournir le meilleur, le meilleur service possible. Et donc, voilà, en fait, Stéphane va me poser des questions pour justement qu'on puisse, on va dire, traiter tous les sujets. Voilà. Je te laisse, Stéphane, Ça marche. commencer. Eh ben, Ok, ça marche. on va commencer. Donc, si Anthony est prêt, bon, bah, voilà, tout le monde est prêt, on est prêt. Et ben, on va commencer par la première question. Donc, la première question, Anthony, c'est pourquoi s'éduquer financièrement? Alors en fait, l'investissement et l'éducation financière n'ont pas de prix. En réalité, entre gagner de l'argent et savoir le gérer ou savoir en gagner, c'est trois choses différentes. On le voit bien en fait à travers des sportifs, par exemple du très haut niveau, qui ont gagné des sommes astronomiques, notamment Mike Tyson et plein d'autres. Mike Tyson, il a accumulé, on va dire, 500 millions d'euros 500 millions de dollars dans sa carrière. Et il a fini, enfin, il a fini ruiné à un moment donné. En tout cas, bon, maintenant, je crois qu'il a 2 ou 3 millions actuellement, mais on est loin des 500 millions accumulés dans le passé. Et en réalité, l'éducation financière, savoir gérer, savoir générer des revenus passifs, etc., permet justement, en gros, de ne jamais se retrouver dans une situation comme celle-ci. En réalité, en fait, quand on crée des revenus passifs, comment dire, on préserve déjà son capital et ensuite, à travers les revenus que ce revenu passif nous génère, en fait, on peut après dépenser ou le réinvestir, etc. Mais au moins, en fait, par le biais de l'investissement, on va dire, on se préserve en fait de ne jamais se retrouver dans une situation de ruine totale si on a déjà eu de l'argent dans notre vie, etc. En réalité, c'est un peu on va dire le dilemme entre les plaisirs immédiats et les plaisirs différés. Et donc voilà, donc en gros, il y a même des chefs d'entreprise, etc., qui ont fini ruinés. C'est pas parce qu'à une période de notre vie, en fait, on a gagné énormément d'argent que en fait, enfin, on va dire que ça va s'installer comme ça ad vitam aeternam, sauf si on a une grosse éducation financière. Alors l'éducation financière va passer peut-être au départ justement par des pertes, parce qu'on va tomber dans des pièges, etc. Mais à la suite, en fait, ça va. Enfin, là, en l'occurrence, si vraiment vous écoutez attentivement, et pour ceux qui sont nouveaux dans l'investissement, si vous écoutez attentivement tout ce que je vais dire, voilà, pendant ce Zoom, en réalité, normalement, tous les pièges liés à l'investissement, normalement, vous arriverez à les éviter, notamment en trading, ça c'est sûr. Après, on va dire que les schémas que ce soit en trading ou dans d'autres schémas, on va dire la logique générale, ça reste la même en fait. Ça reste des vérifications, des preuves, etc. Et surtout, voilà, en gros, chercher l'incohérence. Donc voilà, en gros, c'est ça qui est très important, c'est que en gros, on s'éduque financièrement pour reprendre le contrôle de sa vie et pour capitaliser sur l'argent qu'on a déjà accumulé. Ça veut dire qu'en gros, il y a beaucoup de gens en fait qui dépensent l'argent, qui gagnent, ce qui les rend en fait dépendants de leur salaire. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, si à un moment donné dans leur vie ils arrêtent, on va dire que leur train de vie s'arrête parce que leur salaire, on va dire, ils ont plus le même salaire. Et d'un coup, en fait, tout se dérègle et ils viennent ruiner parce qu'en fait, entre le moment où ils ne gagnent plus la même somme et le moment où ils doivent arrêter de dépenser des sommes faramineuses, en fait, l'être humain, il est fait d'habitude et pour casser ces habitudes-là, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que, on va dire,
plus vite vous apprendrez à investir votre argent, à en créer des revenus passifs et ensuite à dépenser votre argent intelligemment, plus vite, en fait, en gros, vous construirez en fait une sécurité et une pérennité dans le temps. Et on va dire, une liberté par la suite, puisqu'à la fin, en fait, on ne travaille plus, puisque on fait travailler l'argent plus que l'argent travaille pour nous. Enfin, plus que nous, on travaille pour l'argent. Donc voilà, et éviter d'être dépendant des conseillers financiers, banques, gestionnaires de patrimoine, etc. Parce que être mal entouré, c'est rapide. Chacun, même des gens compétents, ont leurs propres intérêts, et il est très important en fait de se détacher, d'être de plus en plus indépendant, on va dire au niveau des analyses, au niveau de ce qu'on va vous proposer. Moi, les principales ruines que j'ai connues d'investisseurs, ça a été souvent par le biais de leur banque. Ça veut dire que leur conseiller en investissement financier, le mec derrière le comptoir qui ne sait pas analyser du tout un actif financier, lui, il recevait un bonus et en gros, il pressait les gens à investir dans des actifs. Et au final, ces actifs-là sont souvent toxiques parce que la banque s'en défait. Et c'est pour ça qu'il y a des forts bonus à ce moment-là, parce que la banque est vendeuse et elle va les vendre à ses propres clients. Donc, en général, il faut faire très attention. Les conseillers, même si c'est votre banque, même si vous aimez bien la personne, c'est pas parce que vous aimez bien quelqu'un qu'elle est compétente. Et ainsi de suite, en fait, après, ça peut aller très vite parce que cette personne-là, elle a ses intérêts. Ce qu'elle vend, elle n'est pas forcément au courant de ce qu'elle va vous vendre. Par contre, elle sait pourquoi elle va vous le vendre. Donc, en gros, faire très très attention et ça peut et voilà on va dire des cas comme celui-ci, il y en a plein, que ce soit des faux gestionnaires à travers les sportifs de haut niveau. C'est très intéressant de regarder les sportifs parce que les sportifs, ils ont une carrière où ils ont accumulé vraiment des sommes faramineuses. Enfin, tout le monde est jaloux des sportifs. Tout le monde dit ah ouais, mais les footballeurs, les golfeurs, etc. Mais il faut savoir un truc, c'est que ces personnes-là, s'ils n'ont pas d'éducation financière, et en général, ils n'en ont pas, parce qu'ils n'ont pas le temps d'en avoir, ils finissent, on va dire, quand ils ont même accumulé énormément d'argent, ces personnes-là finissent dans des situations assez compliquées, voilà, à moins d'avoir énormément investi dans l'immobilier ou voilà des investissements qui rapportent du passif. Très bien, voilà. Merci Anthony. Merci pour cette réponse à cette première question. Donc, on va enchaîner bien sûr sur les questions. C'est le but de l'interview aujourd'hui. Donc, la deuxième question va concerner les brokers. Donc déjà, voilà, dans le trading, on parle de broker. Déjà, expliquer peut-être, Anthony, qu'est-ce qu'un broker et quelles sont les différentes façons qu'a un broker pour rémunérer ses partenaires et quelles analyses on peut en faire. Voilà, les différents business models qui peuvent s'y affairer. D'accord. Alors en fait, un broker, c'est un courtier. Voilà, c'est l'intermédiaire entre le trader, le passeur d'ordre et le marché financier. Donc l'intermédiaire va prendre sa commission. Voilà, comme on va dire, comme n'importe quel intermédiaire, va prendre juste sa commission et va passer l'ordre. Alors, il y a plusieurs types de brokers, mais on va pas s'épancher énormément dessus. Faut juste savoir qu'il faut aller chez les brokers qui ont le plus de réputation, la meilleure réputation possible, les meilleures régulations, voilà, pour avoir le maximum de sécurité avec soi. C'est-à-dire que il vaut mieux, comment dire. Il y a des brokers qui ont alors, les régulations, par contre, entre elles ne se valent pas. Ça veut dire que une régulation chypriote, c'est une régulation un peu bas de gamme. Il y a des régulations, on va dire, un peu plus hautes. La plus haute régulation, c'est la régulation américaine, mais cette régulation, on va dire que à part Interactive Brokers et voilà très peu de brokers, c'est des brokers un peu plus, on va dire, pas haut de gamme, mais plus pour des montants un peu plus importants. J'en connais pas beaucoup parce que c'est une régulation qui coûte excessivement cher. Il y avait un broker qui était régulé SEC, donc la régulation américaine, c'était FXCM et ils l'ont perdu. Voilà, ils ont eu plein d'amendes et ils l'ont perdu parce qu'ils se sont aperçus justement que FXCM avait une communication trompeuse pour ses clients. Ça veut dire qu'ils disaient qu'ils n'arbitraient pas les positions de ses clients. Ça veut dire qu'en fait, ils ne pariaient pas sur la perte de leurs clients. Ils passaient juste tous les ordres et en fait, en réalité, le fournisseur de liquidité qu'ils utilisaient, en fait,
c'était justement eux-mêmes en fait. Ils s'étaient créés eux-mêmes une structure pour justement capter les fonds et avoir donc ce double discours et du broker qui faisait passer les ordres et du broker qui en fait les faisait pas passer au marché, les capter pour ensuite les parier sur la perte quoi, gagner sur la perte de leurs clients directement. Parce qu'en fait un broker qui gagne sur la perte de ses clients sera plus rentable qu'un broker. Donc, alors il y a Abook. Abook, c'est quand le broker place l'argent sur le marché financier. Ça veut dire qu'il y aura un liquidity provider, un fournisseur de liquidité. Ça veut dire qu'en gros, il y a le passeur d'ordre, donc le trader, qui va passer un ordre sur le courtier et le courtier va ensuite donner l'ordre à son fournisseur de liquidité, donc une banque, une institutionnelle, etc. Ça peut être Goldman Sachs, ça peut être Interactive Brokers qui aussi est fournisseur de liquidité, ça peut être LMAX, ça peut être plein d'autres, plein d'autres institutions. Voilà, il y a les fournisseurs de liquidité, le courtier et le trader. Et dans certains cas, justement, il y a le trader, le market maker. Donc, en fait, le broker devient market maker. Donc, il va arbitrer lui-même les positions, il va les garder et en fait, il va gagner sur, en gros, puisqu'il y a plus de perdants que de gagnants sur les marchés, un broker a plus de on va dire à plus d'intérêt à gagner son argent sur les pertes de ses clients. Donc ça c'est la différence avec les différents brokers. Maintenant la différence de rémunération de ces apporteurs d'affaires. Donc en fait les apporteurs d'affaires ont 4 moyens de se rémunérer et en vrai on peut pas les cumuler les 4. Donc on a premièrement on peut être rémunéré sur la on peut être rémunéré au CPA. Donc le CPA, alors c'est quelque chose que je n'affectionne pas du tout. C'est la raison pour laquelle il y a autant d'escroqueries en trading et vous allez comprendre pourquoi. Hormis les Ponzi, c'est le CPA et la première raison pour laquelle il y a des escroqueries de partout. Le CPA, c'est quoi? Le CPA, en fait, c'est on ramène un client, un influenceur, peu importe, ramène un client à son canal Telegram, va donner des signaux de trading, etc. Alors on va dire que le CPA couvre un peu tous les secteurs, que ce soit copy trading, PAM, que ce soit, peu importe, tout le monde peut être rémunéré au CPA. Mais être rémunéré au CPA, déjà quand vous savez que votre intermédiaire ou votre service est payé au CPA, vous savez qu'en fait il y a un conflit d'intérêt. Ça veut dire que son intérêt c'est pas de vous faire gagner de l'argent, son intérêt c'est de prendre la commission d'affiliation. Tout simplement. Il s'en fiche complètement que vous soyez gagnant ou perdant sur les marchés. Ce qu'il veut, c'est que vous fassiez le nombre de lots qui va déclencher sa commission d'affiliation. Et ensuite, une fois que la commission d'affiliation est déclenchée, il n'en a rien à faire. Vous perdez, vous retirez, vous faites ce que vous voulez. Il s'en fiche. Après, à partir de ce moment-là, ça a plus d'importance. Donc le CPA, c'est quoi? Le CPA, c'est je ramène un client à 500 €, je récupère un CPA à 850 $. Pourquoi le broker peut payer plus que même le dépôt du client? Parce que déjà, s'il y a un client qui arrive avec 100 000 €, le broker paiera toujours à 850 $. Donc en fait, on va dire que vous ramenez une baleine entre guillemets ou un tout petit client particulier, pour lui, ça fera pas la différence. La deuxième chose, c'est que pour le broker entre guillemets, parce que les brokers ont été, plus ou moins interdits de faire du marketing. Donc, on va dire que la majorité, 90% des clients qui arrivent chez le broker arrivent à travers un apporteur d'affaires, un IB, un introducing broker. Donc, en gros, un apporteur d'affaires qui va lui apporter le client, etc. Il y a des apporteurs d'affaires qui rapportent des gens en masse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'influenceurs, il y a beaucoup de réseauteurs, il y a beaucoup de qui ont des groupes Telegram, qui donnent des signaux de trading un peu bidons, juste pour faire trader on va dire les personnes. Et après, le problème, c'est que le trading, on vend pas des machines à laver, on vend pas des produits qui sont, on va dire, dégradés ou des mauvais produits. On vend des produits qui sont extrêmement addictifs. En fait, le trading, le gros problème du trading, c'est l'addiction. Ça veut dire qu'en gros, le broker, il sait très bien que quand une personne va mettre 500 €, et là, je vous sors des chiffres de l'AMF, en moyenne, une personne perd 10 000 €.
chez un broker. Donc, même quand il met 500 euros, il va essayer de se refaire, de se refaire, de se refaire. Et en gros, c'est, on va dire, un engrenage qui n'en finit jamais. Et où la personne peut finir ruinée. Après, il y a des drames humains qui sont derrière. Donc, en fait, quelque chose qui, pour les influenceurs, sont fun parce que c'est de l'argent facile, c'est de l'argent rapide, etc. En fait, il y a des drames humains derrière. Pour moi, c'est pire que s'ils vendaient de la drogue. Parce que, en gros, ils offrent aucune solution derrière. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas d'éducation. Et c'est vraiment, et même ils se filent on va dire, les signaux, ils les piquent chacun se les pique entre eux, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur des canaux, 2, 3 canaux différents, et ils vont faire un mix pour faire des signaux, et on verra jamais de track record, on verra jamais d'historique certifié, on verra jamais rien. Il y aura toujours des croix et des machins, et ça veut dire qu'en gros, ben voilà, en fait, c'est pour créer l'illusion. C'est toujours le même schéma, en fait. On veut toujours créer une illusion qu'il y a quelque chose qui est réel, en faisant témoigner des gens, en faisant, peu importe. Et je vais vous donner, après, bien évidemment, je vais vous donner les clés vers la fin pour que vous ayez vraiment tout en poche pour que vous sachiez après détecter tout et rapidement. Et aussi, après, quelque part, ce qui serait cool, c'est que quand vous voyez une mauvaise opportunité, un truc, vous le signalez, vous en parlez, vous commentez, parce qu'en fait, c'est à force justement de commenter, on va dire, des fausses opportunités ou on va dire même des réseaux, ça peut même être sur des réseaux mafieux ou quoi que ce soit. Et ben après, en fait, c'est de la complicité d'escroquerie bien organisée. Que vous soyez acteur ou que vous soyez témoin, quelque part, en quelque sorte, vous avez une responsabilité. Donc voilà. Moi après, je veux pas être non plus trop relou, mais c'est quand même important parce que vraiment ça alimente, on va dire, quelque chose d'assez malsain. Et en fait, en gros, c'est pour ça qu'il y a aussi peu de solutions réelles parce que les solutions irréelles, enfin les arnaques, payent bien mieux ou payent, enfin en tout cas, payent plus vite que les vraies solutions. Voilà. Donc parce qu'en fait, pour créer réellement une vraie solution d'investissement, enfin c'est très long, c'est très compliqué, il faut beaucoup travailler, et beaucoup échouer aussi. Ça fait partie, enfin il y a de la résilience, etc. Mais ça fait partie de la vie. Et à côté de ça, on a les raccourcis, voilà, les raccourcis qui sont assez faciles et qui sont justement proposés insidieusement par les brokers, parce qu'en gros, voilà, on est payé. Vous ramenez quelqu'un à 500 euros, vous savez que vous êtes payé 850 $, vous en ramenez 1000, vous êtes payé 850 000 $, donc vous êtes près du million, en fait. Et sachant que quand un influenceur a 1000, 2000, 3000 personnes, vous faites rapidement les calculs, et c'est comme ça qu'en fait, après, mais après, il faut savoir une chose qui est marrant, c'est que comme les influenceurs, maintenant on les appelle beaucoup les influx-voleurs, mais en gros, voilà, ça fait partie d'une certaine caste de personnes parce que bien évidemment, faut pas tout généraliser, faut faire du cas par cas à chaque fois. Comme ils sont pas du tout éduqués, comme ils dépensent leur argent qu'ils gagnent, et ben en vrai ils s'appauvrissent parce qu'en fait ils augmentent. Et c'est là aussi où l'éducation financière est très importante. On dit souvent argent mal acquis profite jamais. Mais pourquoi en fait l'argent mal acquis profite jamais? Parce que s'il a été acquis de manière, on va dire, comment dire, pas très honnête, en fait, ces gens-là ne savent pas vraiment comment gagner de l'argent honnêtement. Donc, en fait, ils vont augmenter leur train de vie, mais en réalité, ils vont pas augmenter leurs revenus. En fait, le but du jeu, le but de la vie, c'est d'augmenter limite un peu ses revenus ou du moins avoir un salaire qui vous permettra par la suite, sur du 10-15 ans, d'augmenter, voire plus du tout travailler pour l'argent. Ça veut dire qu'en fait, ça y est, vous êtes à la retraite le plus rapidement possible. Et en réalité, le capitalisme a ça, on va dire, d'intéressant, au lieu de critiquer, enfin voilà, au lieu parce que sur les réseaux, les gens critiquent beaucoup, etc. Mais en fait, on a tous on joue tous à un jeu avec des règles assez claires. Et en réalité, on peut tout à fait tous, comment dire, faire en sorte de faire fonctionner les règles pour nous plutôt que contre nous. Donc, faire travailler le système pour nous plutôt que de travailler pour lui. Et donc, en fait, c'est ça un peu le but du jeu. Et réellement, on est dans un jeu parce qu'il y a des règles à respecter. Le capitalisme, on peut faire travailler le capital, mais il faut le faire travailler intelligemment. Et on n'est pas du tout à l'abri, voilà, parfois de perdre, etc., et de se tromper. Mais ça fait partie, on va dire, des risques. Parce que bien évidemment, la liberté a un prix. Pour moi, elle a aucun prix, justement. Pour moi, en fait, à partir du moment où on sait qu'on travaille pour la liberté,
En fait, tout vaut le coup, quoi, quelque part. Et il faut savoir aussi, donc voilà, là, il y a le CPA, donc le cost per acquisition. Ça veut dire qu'en fait, dès qu'un broker, donc dès que quelqu'un fait venir un client à $500 minimum, donc $500, mais ça peut être 100 000, peu importe, $500 minimum, le broker donne $850. Il faut le faire trader de l'eau, donc il faut qu'il trade un petit peu, etc. C'est pour ça que les signaux de trading sont là, pour faire trader les gens au début, pour qu'on débloque la commission et pour que les gens rentrent dedans. Et une fois que le broker sait que le client est dedans, ça y est, il est entre guillemets addict, il va vouloir se refaire, il va refaire des dépôts et des dépôts et des dépôts, et le broker, il va, sur le long terme, en tout cas, le broker se refera. Donc ça, c'est le CPA. Ensuite, il y a le rebate. Ça veut dire, on est payé. Oui. Excuse-moi, Anthony, juste pour finir sur le CPA, il y a une question de Myriam. Certains disent qu'il n'y a pas de CPA avec les PAM. Alors, moi, j'en prends pas. Moi, j'ai pas de CPA avec le PAM. Ça veut dire qu'en gros, moi, j'ai refusé le CPA, mais j'aurais pu le prendre. Voilà. En gros, quand moi, je dis qu'il n'y a pas de CPA pour moi, il n'y a pas de CPA pour moi parce que j'ai fait le choix de ne pas en avoir. Voilà. C'est un choix de ma personne. Hein. C'est pas parce qu'en fait, moi, j'ai aucun intérêt. Moi, je vois le long terme. Moi, je pars du principe que mon intérêt, c'est de vous faire gagner sur le long terme, et j'ai aucun intérêt à prendre un CPA parce qu'un CPA, pour moi, c'est prendre de l'argent au broker. Et en fait, moi, je suis très parano du broker. Après, c'est personnel. Je vais tout vous expliquer et que vous allez comprendre pourquoi je prends pas de CPA. En fait, moi, au tout début, d'accord, où j'ai commencé à trader, déjà, j'ai commencé à trader en perdant. D'accord, donc je suis tombé à peu près, pas sur tous les pièges, mais j'en ai connu beaucoup. Et j'ai commencé par les options binaires. Je gagnais bien, on va dire, je gagnais pas mal sur les options binaires parce que j'avais trouvé une petite stratégie, on va dire, intéressante, où je gagnais plus de 1 000 euros, 1 500 euros par jour. Et en gros, bon, ça n'a pas duré parce que justement, le broker, à un moment donné, quand il a vu que je gagnais beaucoup d'argent, il a commencé à trafiquer les cours. C'est-à-dire qu'il a changé les cours. Enfin voilà. En gros, quand j'appuyais sur up, parce que je pensais que le cours allait monter, ben le cours d'un coup il montait énormément pour, on va dire, modifier le prix sur lequel j'allais cliquer. Il fallait que j'ai 4 ordinateurs allumés en même temps. Enfin, c'était tout un micmac, et j'ai vite arrêté parce que j'ai compris qu'en fait les options binaires, le broker, en fait, enfin le broker, moi j'appelle pas ça un broker, et c'est pour ça que ça a été aussi interdit. C'est-à-dire que lui, c'est la contrepartie. Ça veut dire qu'ils fonctionnent tous. Et d'ailleurs, les fondateurs venaient souvent des casinos en ligne. Donc en fait, eux, ils trichent tout le temps. Ça veut dire que voilà, ils ont des comment dire, ils ont des plugs, ils ont des comment dire, ouais, des plugs en fait où ils peuvent tricher à n'importe quel moment. Et ils ont des modules en fait qui leur permet, ben voilà, d'augmenter le level, d'augmenter le niveau de la plateforme, et plus en fait on gagne et plus ça devient impraticable. Et moi j'étais sur 4 ou 5 brokers, enfin j'ai tout fait, je suis devenu, voilà, en fait moi j'ai fait ma main là-dessus, et j'ai compris qu'en fait le broker c'était pas mon ami, et c'est resté profondément en moi. Et quand j'ai un problème avec un broker, je ne rentre pas en discussion avec lui au niveau commercial parce que je sais que pour moi c'est du vent ce qu'il va dire. Je vais rentrer directement, je vais prendre où avant je prenais mon argent et je partais. Maintenant, si je dois prendre mes clients, bah, je les fais migrer, et je trouve un autre broker avec lequel travailler. Mais je ne rentre pas dans une discussion avec un broker qui essaye de me faire chuter. Voilà, pour moi c'est donc voilà, je pense que j'ai Parfait. répondu au niveau du CPA. Ouais. Donc, tu étais au Voilà. rebate. Ouais, donc en fait, voilà, c'est un choix personnel. Tout le monde dans ce secteur-là a le choix de faire ce qu'il veut quasiment. Il choisit, il y a un menu, et dans le menu, on dit je veux ça, 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 ça et ça. Et en fait, chacun choisit comme il veut selon selon le broker. Donc ça, c'est le rebate. Ensuite, il y a même des frais de gestion qui peuvent être pris. Alors moi, je connais une solution d'investissement où il prend carrément 1% par mois, tous les mois, à tous les clients, peu importe qu'ils soient gagnants ou perdants. Voilà. Donc ça, c'est aussi pour moi un petit peu abusé. Mais enfin voilà. Et pour moi, prendre de l'argent aussi du broker, enfin moi, je préfère à la limite prendre de l'argent du client, parce que si le client n'est plus content, il partira. Si le client il ne s'y retrouve pas, il part. Alors que prendre de l'argent du broker, pour moi,
le broker peut se retourner contre moi parce qu'il ne s'y retrouve pas, parce qu'à un moment donné, il trouvera que, je sais pas, je ramène pas assez de clients ou pas assez de clients qualitatifs ou que je gagne trop d'argent et que, au final, voilà, peu importe. Donc, c'est pour ça que je veux pas d'argent du broker. Je préfère être droit avec les clients, dire, voilà, moi, je suis payé sur la performance. Si je fais pas de performance, je suis pas payé. Donc, moi, c'est principalement sur les frais de performance que je suis payé. Je suis payé et c'est pour ça que je prends un revenu assez conséquent. Je prends 33% des frais de performance et en fait, ça détruit tous les conflits d'intérêts. Ça veut dire que moi, si je ne fais pas gagner d'argent au client, je ne gagne rien. En fait, et pour moi, c'est la façon la plus saine de gagner son argent. Ça veut dire c'est du win-win. C'est un contrat gagnant-gagnant et ça fluidifie un peu, ça fluidifie les rapports, ça fluidifie tout. Et moi, c'est ma garantie que je me bats. Mais de toute façon, moi, je me serais battu quoi qu'il arrive parce que je fais pas ça forcément pour l'argent. Je fais plus ça aussi pour des valeurs que j'aime véhiculer. Parce qu'il y a vraiment des valeurs humaines derrière, il y a vraiment un sens à sa vie, il y a vraiment des recherches. Je suis vraiment un passionné de trading. Malgré que j'ai déjà eu des problèmes en trading, j'ai toujours essayé de trouver des solutions pour mes clients, etc. Et c'est souvent par les échecs que les meilleures choses arrivent. C'est pas juste un slogan publicitaire, c'est pas une phrase de développement personnel sortie de nulle part. C'est réellement, moi, j'ai développé mon plein potentiel dans les moments les plus durs, dans les moments où j'étais à terre. Et dans les moments où j'étais à terre, c'est les moments où je perdais de l'argent. Donc, c'est là où j'ai commencé à trouver, en fait, quand on est à terre et que d'un coup on a mal, son cerveau, il fonctionne. Et si on est positif, en fait, toutes les solutions arrivent. Voilà, c'est très important de le savoir. Et même dans la vie de tous les jours, c'est un mélange entre, justement, pas aimer souffrir, mais on sait que le seul moment où la vie nous parle, en fait, le seul moment où la vie nous parle réellement, c'est les moments où elle nous met des obstacles elle nous met des obstacles devant nous et réellement ça fait sortir le meilleur de nous-mêmes. Et voilà, et quelque part, si on se plaint, on se plaint le seul moment où la vie est en train et l'univers est en train de de communiquer. Et c'est parce qu'il y a personne, parfois on ne veut pas l'écouter. Et quand on ne veut pas écouter ou quand on ne veut pas extraire la leçon qu'il y a derrière, et souvent on répète un schéma répétitif justement, hein, et en fait on est enfermé soi-même, on s'enferme soi-même dans un schéma qu'on ne veut pas comprendre. Et la vie est assez marrante pour ça parce qu'elle pourrait nous donner d'autres obstacles, d'autres épreuves, mais non, elle va justement se concentrer à nous donner que celui-ci parce qu'on n'a pas passé le cap, quoi. Enfin voilà, mais ça c'est un petit tips perso. Voilà. Donc la troisième, c'est les frais de performance. Donc on peut être payé sur les frais de performance. Donc premier CPA, deuxième frais de gestion. Donc frais de gestion, ça veut dire rien du tout. En fait, ça veut dire qu'on a des frais de gestion. C'est-à-dire que le service financier estime que en fait, après, on va dire que si ses frais de performance ou son CPA ne lui suffit pas, il va prendre des frais de gestion. Après, ça peut être 1% par an, 2%, ça peut être 1% par mois. Il fait ce qu'il veut, entre guillemets. Mais c'est important que le service soit honnête et dise réellement comment il est payé, exactement, et que ce soit vrai. Et que même vous alliez le vérifier. Parce que c'est très important. Parce que ça va, en fait, à l'intérieur du business model, à l'intérieur de savoir comment le service financier est rémunéré, vous allez déjà savoir si le service financier a intérêt à vous faire gagner. Si déjà il y a du CPA, vous savez que quelque part il est en train de se couvrir. Si vous savez qu'il y a des frais de gestion, c'est un peu faux en fait. Il y a normalement un service financier, ses frais de gestion, ses frais fixes, qu'il ait des gens avec lui à payer ou quoi que ce soit, normalement, c'est compris dans son service. Il doit normalement s'en sortir. S'il est rentable pour tout le monde, il aura des clients, il aura beaucoup de clients, il pourra payer. On va dire, moi j'ai 3 à 4 personnes derrière moi et voilà. Après ça fait partie, on va dire, de mes frais fixes et voilà. Et moi on va dire que quelque part, c'est normal de ne pas impacter le client par rapport à son propre fonctionnement. Donc, ensuite, les frais de performance, ça c'est pour moi ce qu'il y a de plus viable. Ensuite, il y a les rebates. Alors moi, je suis payé aussi sur les rebates. Les rebates, c'est-à-dire que quand on lance un lot, quand on lance des trades, on prend en fait une petite commission. Ça veut dire que le broker, en fait, il a sa commission et il partage sa commission avec le service financier.
Donc, à condition que, voilà, ça n'impacte pas, bien évidemment, sur les performances, etc. Parce que c'est d'abord le trading, on va dire, un vrai service normal. Il va d'abord se concentrer sur les performances qu'il peut réaliser, sur le trading qu'il va faire. Et selon si c'est un trading plutôt court terme, moyen terme ou long terme, il va pouvoir, on va dire, prendre plus ou moins de rebate. Parce que, par exemple, du long terme, il va pas forcément prendre beaucoup de positions. Il va pas prendre forcément des positions très chargées avec beaucoup de lots parce qu'il va mettre des stop loss plus loin. En fait, plus le stop loss est loin, plus on va dire le levier est petit. Et en réalité, voilà, après, voilà, ça dépend enfin, je vais pas rentrer dans des détails hyper techniques, mais en réalité, voilà, il y a le rebate. Et ça, il y a beaucoup de services qui sont payés sur le rebate également. Ensuite, alors, pour des cas très précis, alors je vais, on va dire, voilà, pour le coup, je vais dire qui c'est. Il y a un broker, à ma connaissance, alors je sais pas s'il le fait encore, mais il le faisait il n'y a pas si longtemps, il rémunérait à hauteur de 65% sur les pertes des clients. D'accord? Il y a un broker, c'est IG, non, c'est pas IG, excusez-moi, c'est IronFX. Voilà, c'est IronFX. Et en fait, voilà, c'est un broker qui rémunérait jusqu'à 65% de la perte du client. Donc là, il y a carrément un conflit d'intérêt purement et simplement. Ça veut dire que le service est payé sur la perte. Donc voilà, faut faire très attention. C'est pour ça que là, j'ai poussé à l'extrême, voilà, certaines choses. Et après, tu as les Ponzi qui carrément, elles, se rémunèrent à 100% sur la perte du client. Voilà, en fait, après, bon, le fonctionnement des Ponzi, on va y revenir après, mais c'est un autre schéma, mais quasiment similaire à celui que j'ai énoncé là. Voilà, donc il y a la perte du client qui est en face. Moi, quand j'ai appris ça, je l'ai appris par un broker. Je l'ai appris par un broker et ça m'a vraiment dégoûté. Enfin voilà, je savais même pas que ça existait. Et par contre, où j'ai été témoin, c'est que j'ai vu beaucoup de faux MyFXBook provenant d'IronFX sur des apporteurs d'affaires qui étaient faux. C'est-à-dire qu'en gros, ils fournissaient des faux vrais. C'est-à-dire qu'il y avait marqué sur le MyFXBook que c'était réel, mais en fait, c'était pas un MyFXBook réel. C'est un MyFXBook démo pour aller chercher, entre guillemets, des pigeons et pour aller les plumer, quoi. Donc, voilà, le truc le plus abject au monde. Voilà. Après, moi, il y a des choses, en fait, qui me débectent, enfin, qui me dégoûtent réellement. Et je suis assez virulent parfois sur les réseaux, mais voilà, faut me comprendre aussi. J'ai vu en trading et dans l'investissement des cas qui sont extrêmes également. J'ai vu des gens se suicider, des gens perdre beaucoup de choses, leur famille, enfin, etc. Donc, leur emploi, s'isoler, avoir honte, etc. Donc, en fait, quand on est au courant de l'ampleur, c'est pour ça aussi que je traite pour les autres, parce que j'estime qu'en réalité, je protège aussi les gens du trading et du côté addictif, etc., qui est très, très, très fort dans ce domaine en particulier. Voilà, donc j'espère, voilà. Après, je sais que je veux pas faire trop peur, etc. aux gens, mais il faut aussi savoir, on va dire que, bah, voilà, il y a des risques, il y a de l'addiction, et faut voir aussi la globalité, quoi. Et c'est pas pour ça que je traite pas, et c'est pas pour ça que voilà, je fais pas de résultats, etc. Mais il faut faire attention un peu à tout. Bah écoute, c'est parfait. Merci pour ces détails, cette réponse détaillée. Donc là, on vous l'a dit ce soir, voilà, Anthony est vraiment là pour vous apporter. Bien sûr, ça peut paraître à des fois un peu technique, mais c'est le but du jeu aussi. C'est vraiment que vous preniez conscience de tout ce qui se fait en trading. Et là, vous avez vraiment voilà, quelqu'un de professionnel qui peut vraiment vous expliquer tout ça. Donc Anthony, bah, j'ai une autre question. C'est vrai que souvent de fois, bah, voilà, on entend beaucoup parler de signaux de trading, on entend parler de copy trading, on entend parler aussi beaucoup de robots, de bots. Enfin, voilà, il y a énormément de choses aujourd'hui bah, qui circulent sur la toile. Donc, quelle est la différence pour toi entre ces trois, entre les signaux de trading, le copy trading, les robots? Pour toi, est-ce qu'il y a une opacité au niveau des résultats, une escroquerie peut-être aussi à grande échelle que permettent bah, les réseaux sociaux? Et comment justement bah, voilà, lire tout ça? Et comment tu as parlé aussi de MyFXBook, voilà, comment lire un MyFXBook? Parce que beaucoup de personnes demandent des MyFXBook mais ne savent pas forcément les lire. Va pas trop Voilà. vite, Stéphane, parce que là, il y a trop de questions. On allait, ouais, Donc parce la qu'en fait, première déjà, c'est voilà, quelle est la différence entre voilà, les signaux de trading, le copy trading et les bots?
D'accord. Donc déjà, signaux de trading, on va dire que on va dire ce qui est important pour on va dire de manière fondamentale, c'est de demander à chaque fois, peu importe le service, c'est de demander un track record, un historique certifié, validé. Alors mais la plupart du temps, c'est par MyFXBook parce que c'est le plus, on va dire, répandu et c'est le plus fiable. Réellement, on va dire, hormis la crypto où il n'y a pas vraiment de MyFXBook, où c'est un peu plus compliqué et je ne m'y aventurerai pas parce que je ne connais pas bien les outils qu'on peut demander pour certifier des résultats. Mais par contre, en Forex, euh, sur, sur des brokers, on va dire tout ce qui est sur MT4, MetaTrader 4, donc la majorité des brokers, on peut demander un MyFXBook. Donc en fait, ça c'est très, 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 très important. Ça veut dire demander des historiques certifiés, validés, que ce soit pour des formations, que ce soit pour des signaux de trading. Les signaux de trading, sachez une chose déjà, s'ils ne les mettent pas en avant, c'est qu'ils ne les ont pas. D'accord? Les formateurs, j'en connais pas qui en ont. D'accord? Très sincèrement, les formations de trading, je ne connais aucun formateur, aucun à ma connaissance, qui a un MyFXBook ou qui a un tracker de son historique de trading. Il n'y a personne qui en a un. Donc, en gros, pour moi, ce ne sont que des imposteurs, entre guillemets, ou des personnes pas avec des résultats qui peuvent mettre en avant. Voilà. Après, ça, c'est mon opinion, mais en réalité, j'en connais pas à ma connaissance. Alors, des formateurs qui tradent, il y en a, mais qui montrent leurs résultats, il n'y en a pas. Donc ça me pose vraiment un problème. C'est ce manque de transparence, cette opacité en fait qu'il y a, que ce soit au niveau de n'importe quoi d'ailleurs. Normalement, il faut vraiment savoir une chose, c'est que la finance, c'est une activité qui est à la base hyper transparente pour les clients. C'est-à-dire que quand on veut montrer quelque chose, tout doit être prouvé. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le devoir limite, en tant qu'investisseur, de demander des choses et de les demander et savoir les analyser en fait. Ça, c'est très, très, très important. En réalité, que ce soit… Bon, les signaux de trading, je connais pas de MyFXBook, de track record avec des signaux de trading. En général, c'est voilà, c'est des plus, des moins. OK, on a fait ça. Et en fait, toutes les données proviennent de la société. Après, il y a des personnes, voilà, on va dire que, par exemple, Alain, lui, il a des signaux de trading, mais à côté, il a l'automate. Donc, en fait, les signaux et l'automate sont à peu près, on va dire, le reflet de ce qu'il fait. Et les clients sont là pour aussi témoigner, etc. Donc, quelque part, c'est aussi transparent. À partir du moment où il y a de la transparence, on va dire que c'est quelque chose, voilà, où vous savez, vous mettez les pieds et vous savez que le service a envie, en fait, au moins de vous faire gagner de l'argent et au moins est franc. Par exemple, vous arrivez dans un canal Telegram où les gens ne peuvent pas parler entre eux, où les gens ne peuvent pas communiquer, peuvent pas dire, voilà, on a gagné, on a perdu, et d'avoir le fondateur du service, etc., qui peut ou rassurer ou parler, ou, enfin voilà, même si on va dire que les clients et un professionnel n'aura pas. Alors, normalement, on doit avoir un tronc commun, mais souvent les investisseurs ne sont pas assez éduqués pour avoir ce tronc commun de détachement émotionnel. Donc, en réalité, bon, moi, je me détache, on va dire, je viens sur les groupes Telegram quand j'en ai envie. Voilà, je suis concentré la majorité du temps et voilà, j'ai fait un gros travail sur moi de toute façon pour travailler sur mes émotions, au moins quand je travaille, enfin, pendant la semaine. Le week-end, c'est différent. Je redeviens entre guillemets moi-même, mais je sais me dédoubler quoi. Et voilà. Mais c'est très important aussi que quand on a un plan d'investissement, quand vous êtes en tant qu'investisseur, quand vous avez un plan, de vous y tenir. Ça veut dire qu'en fait, de vous y tenir, mais froidement. Ça veut dire que vous dites que si vous voulez changer votre plan en cours, c'est des émotions qui parlent. Vous, quand vous étiez quand vous érigiez votre stratégie, c'était le vous le plus lucide en quelque sorte. Le vous le moins lucide, c'est le vous avec les turbulences, etc., où vous commencez à paniquer. On va dire que c'est sur le vous lucide qu'il faut s'appuyer. Et si votre stratégie sur laquelle vous avez tenu n'a pas fonctionné, et ben là, vous pouvez vous remettre en question. Mais en réalité, vous pourrez jamais savoir si la stratégie de départ était bonne tant que ben, vous n'y tiendrez pas, en fait. Vous ne tiendrez pas votre stratégie. Et c'est pareil en trading, c'est pareil dans plein de choses. Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir un plan de départ, de s'en détacher ensuite et de laisser son plan se faire. Voilà. En fait, il y a un moment de réflexion pour la création de son plan d'investissement. Après une phase de comment dire, une phase de discipline
pour appliquer son plan. Et quand son plan, on l'applique, après, une phase de lâcher prise. Voilà, ça, c'est très important. Et ça, c'est bon dans la vie aussi. Voilà, ça fait partie des choses que j'ai apprises en trading, notamment avec la gestion émotionnelle, avec plein de choses, parce qu'en réalité, quand on veut atteindre un certain niveau dans n'importe quel, on va dire, dans n'importe quelle discipline, et peu importe les échecs qu'on a, peu importe le temps que ça va prendre, ce qu'il faut savoir, c'est que les leçons n'ont pas de prix. En fait, c'est le chemin, c'est la destination. Et en réalité, voilà, voilà. Donc, au niveau, désolé, je m'éparpille un petit peu, mais en fait, je suis tellement habité par ce que je fais, et c'est vrai que quelque part, c'est grâce au trading, mais ça aurait pu être grâce à une autre activité. On va dire que ça m'a conduit vers moi-même, en fait. Ça m'a conduit vers moi-même, et j'ai compris mon potentiel. À force de relever les défis, de relever les défis, de relever les défis. Donc, ce que je souhaite à tout le monde, c'est de trouver en fait une activité qui vous fasse vibrer. Et vous verrez que si cette activité vous fait vibrer, que vous avez une vision, vous verrez qu'en fait, tous les obstacles, ça sera comme du beurre, vous ne travaillerez jamais. Et en fait, même si vous travaillerez plus que n'importe qui, jour et nuit, etc., en permanence, vous n'aurez pas l'impression de travailler parce que vous serez omnibulé. Vous serez comme hypnotisé par votre vision de départ. Et en réalité, c'est ça qui est magnifique dans la vie, c'est que, en fait, à ce moment-là, quand on a ça, on n'a plus peur, on n'a plus mal, on voit que du positif dans tout. Et même quand on est à la rue, et même enfin voilà, moi j'ai connu vraiment, avant d'arriver au niveau que j'ai aujourd'hui, j'ai vraiment connu des phases très, 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 très difficiles. Mais ces phases très difficiles, au final, ça a été les plus salvatrices et celles où j'ai le plus appris, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la partie signaux de trading. La partie maintenant des robots de trading. Alors, les robots de trading, on va dire que moi, dans ma vision des choses, pour moi, pour faire un bon robot, il faut un trader et il faut un codeur. Alors, pour trouver la même personne qui fasse les deux, ben, en fait, c'est un peu comme trouver, pour moi, un chirurgien, un pilote d'avion. C'est un peu difficile. Après, il y a des stratégies, par contre, qui demandent pas forcément des grosses connaissances très pointues, notamment des stratégies DCA, les stratégies en fait où on achète un marché, ça veut dire qu'on croit en un marché, vous prenez un marché, vous croyez en ce marché, et ben on va dire que ce qui s'est beaucoup démocratisé, c'est avec les cryptos. Les cryptos utilisent beaucoup cette stratégie-là. C'est-à-dire qu'en gros, ben en fait, à chaque repli, on rachète, et même à chaque fois que le marché rebondit, on rachète sur des niveaux différents. Et c'est ce qui fait en fait qu'on pyramide. Et quand les marchés sont haussiers, ben en fait, ça veut dire que vous avez plein de positions qui vont s'accumuler les unes aux autres et qui vont créer en fait cette force exponentielle. Voilà. Donc ça, c'est le DCA et c'est voilà. On va dire que pour des stratégies comme celle-ci, il n'y a pas de souci. Mais pour des stratégies d'achat-vente et très directionnelles, ça veut dire comme sur du forex, etc. C'est un peu plus compliqué. Et pour moi, voilà. Après, tout est possible. Hein. Moi, je suis quelqu'un d'hyper ouvert, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau des bots, il faut quand même trouver un trader ou un trader qui est soit codeur, ou un trader qui s'associe avec un codeur. Et pourquoi un trader a du mal à s'associer avec un codeur? Parce qu'un trader et un code, parce qu'une fois que le trader va fournir ses connaissances au codeur, le codeur peut partir avec les connaissances et il code tout. Et s'il a codé, on va dire, le bot magique, ben, au lieu de faire la moitié, 50-50, il se prend la totalité et il part avec. Donc ça, c'est un petit peu la parano du trader. Mais c'est pour ça que c'est dur de trouver, pour moi, un bot qui soit réellement performant. Mais ça, c'est juste voilà mon opinion à moi. Après, moi, j'ai rencontré aussi des problèmes parce que justement, j'étais un trader manuel et j'ai dû m'entourer de 2 risk managers aujourd'hui. J'ai 2 personnes avec moi, plus tout un service comptabilité, etc. pour faire ma comptabilité, plus voilà. Parce qu'en fait, moi, je suis concentré que sur le trading, la stratégie, la création et voilà, et mon coaching, etc. que j'ai moi-même fait, mais où j'ai formé mes risk managers pour qu'ils me coachent pendant mes trades. Donc voilà, en gros, c'est chacun en fait trouve ses solutions. Je suis désolé, hein, je parle beaucoup, mais c'est le but, hein, c'était le but aujourd'hui, c'était vraiment de donner la parole, te donner la parole pour justement que tu parles beaucoup, c'est ça le but. Et donc au niveau donc j'avais aussi posé la question, quelle est d'après toi la plus grande escroquerie que permettent les réseaux sociaux? Non, au niveau des MyFXbook.
Oui, et Parce qu'on n'a pas. oui. Voilà. Alors, en fait, Comment lire un maillet Facebook? Voilà, il y a des infos. voilà. Voilà. Voilà, donc il y a les infos dans les maillets Facebook. L'information primordiale du maillet Facebook, de toute façon, on va y revenir. L'information primordiale, c'est le broker. Bien évidemment, on va se concentrer sur le broker parce que, bon, si le maillet Facebook est bon, etc., après, je vous expliquerai comment le lire, etc. Il y a plein de choses que les gens ne savent pas. Mais la première information, déjà, voir si c'est pas un Ponzi, voir si votre argent, il va être, on va dire, en sécurité, entre guillemets, voir si réellement il va être en votre possession et pas que c'est un Ponzi déguisé ou quoi que ce soit, il faut aller se concentrer sur le broker. Que le broker soit un broker avec une bonne réputation, avec des comment dire, alors avec des régulations, même si, alors je vais vous dire une chose, aujourd'hui, les brokers qui utilisent du copy trading ou des PAM ou des MAM ne sont pas régulés. Mais ça, c'est à cause des régulateurs. Les régulateurs, en fait, ont fait en sorte que justement, comment dire, ont changé en fait les leviers des brokers. Et en capant les brokers au niveau des leviers, ben, en fait, ils ont, entre guillemets, coupé l'herbe sous le pied des brokers, donc enlevé la rentabilité des brokers. Depuis 2018, sur le Forex, les brokers sont limités à 30. Sur la crypto, c'est 5. Sur les, comment dire, je crois que sur les indices, on est à 20, etc. En réalité, ben, en fait, ça a fait énormément de mal. Alors, je ne sais pas si ça avait été fait exprès ou non, mais en fait, ça a dérégulé tout le marché. Ça veut dire que même des brokers régulés, en fait, Vantage a été le premier broker à créer, on va dire, une succursale dans un paradis fiscal pour justement continuer de proposer les mêmes leviers, etc. Donc après, il y a plein de brokers, tous les brokers ont suivi quasiment, ils ont fait de l'overseas, ça s'appelle, et en réalité, c'est juste à cause d'une loi qui est passée et qui a bloqué en fait tous les leviers des brokers, et les brokers ont trouvé une solution, ben, en gros, de se délocaliser et d'être hors régulation. Alors même si les brokers sont hors régulation, il y a quand même 2 catégories, même 3 catégories de brokers bien distincts. D'accord? Et je vais pas parler de market maker ou daybook ou rien du tout, parce qu'au final, un bon broker reste un bon broker, peu importe normalement. Ce qu'on lui demande, c'est de pas trafiquer les cours, c'est que l'exécution des ordres soit bien fait. Et ça, il y a des outils pour ça tout le temps. Enfin voilà, c'est mon obsession. Moi, comme je suis parano, je regarde sans arrêt, ben voilà, comment je suis exécuté au niveau du marché. Et puis j'ai plusieurs, comment dire, j'ai plusieurs cours différents pour justement pouvoir croiser les informations. On va dire que s'il y a une grosse différence entre le cours du broker sur lequel je trade et le cours où j'analyse par exemple les données, où j'analyse les graphiques, et ben là je sais qu'en fait le broker est en train, enfin soit l'un soit l'autre en tout cas est en train de faire n'importe quoi. Il faut savoir une chose, donc il y a broker avec forte réputation. On va dire que les plus connus, je vais vous les sortir, c'est quasiment impossible qu'un vrai service d'investissement, un service qui a mis des années, à on va dire, à trouver la meilleure stratégie possible, va, on va dire, faire héberger sa stratégie par un broker de seconde zone. C'est quasiment impossible. Mettez-vous à la place d'un trader qui a mis des années à élaborer sa stratégie et qui va, ou alors qui a mis des années à se payer sa Rolls. Et une fois qu'il a sa Rolls, vous croyez vraiment qu'il va la mettre dans le Bronx avec les clés sur le contact? C'est impossible. Il faut être lucide dans la vie. Personne n'ira chez un broker de seconde zone. Les brokers les plus connus et les plus gros, c'est Multibank. Multibank, il y a Black Bull, il y a Vantage bien évidemment, il y a Trio Markets. Voilà, après, enfin voilà, après, il doit peut-être en avoir d'autres, mais en tout cas, les premiers qui me viennent, c'est ceux-là. Donc, si les premiers qui me viennent, c'est ceux-là, c'est que forcément, Black Bull, je crois, je sais pas si je l'ai dit, Black Bull. Voilà. Enfin, en gros, pour moi, c'est une évidence, en fait, d'aller chez le top des brokers quand on a le top de la stratégie, ou du moins quand on veut apporter le meilleur à ses clients. Voilà. Donc, le broker, il faut qu'il soit quand même,
on va dire, avec une bonne réputation, parce que si le broker, il met énormément d'argent dans son marketing, il met énormément d'argent, il file énormément d'argent à ses IB, à ses apporteurs d'affaires, etc., il va pas vouloir, en fait, que parce qu'il y a une centaine ou 200 ou 300 personnes qui vont se plaindre sur les réseaux, ils vont lui massacrer ça. Enfin, en gros, on savait même pas ce que ça fait que des avis clients, des mauvais avis clients sur un broker, ça peut être dévastateur. Et quand ils sont bien organisés, c'est une razzia, en fait. Donc, Interactive, très très bon broker, bien évidemment. RaiseFX, alors RaiseFX, Pacific Union, pour moi c'est le même, enfin c'est la même enseigne. C'est des brokers de seconde zone. Après, c'est pas des brokers rédhibitoires. Rédhibitoire, ça veut dire bien évidemment des brokers, comment dire, des brokers Ponzi. C'est pas des brokers Ponzi. Bah ouais, bah voilà, il y en a un là, Kawada, voilà. Voilà, un broker qui n'existe pas. Donc voilà, pour vous dire Kawada, ça n'existe pas. Voilà, en gros, tout ce qui est bon après voilà, Itoro. Oui, après bon, désolé, on va passer aux questions après, mais voilà, il y a des brokers Ponzi, il y a des brokers qui sont vraiment moyens, de seconde zone, en fait, qui n'ont pas de régulation. Tout ce qui est en fait Saint-Vincent-les-Grenadines, Saint-Vincent-les-Grenadines. En fait, vous allez sur tous les brokers. Je vais vous donner un tips en fait. Sur tous les brokers que vous allez, sur toutes les interfaces, en bas, tout en bas, vous avez le numéro. Normalement, c'est une obligation légale, d'accord, d'avoir le numéro de licence, l'endroit où la société elle est basée, etc. Ça, vous checkez ça. C'est en tout petit. Si c'est en tout petit, c'est pas pour rien. C'est parce que les brokers, ils n'ont pas forcément envie que vous voyez, etc. Quand vous voyez, par exemple, Vantage, ils sont régulés partout. En Angleterre, en Angleterre, en Australie, enfin, ils ont tout. On va dire, voilà, Vantage, très, très bon broker. Multibank aussi, bon broker. Black Bull aussi, Trio Markets, pourquoi pas, etc. Après, faut au moins qu'il y ait une régulation quelque part, et il faut au moins que le broker, enfin voilà, enfin ne soit pas là à se gaver sur la perte de ses clients, etc. Et même s'il se gave sur la perte de ses clients, de toute façon, ce qu'on lui demande à un broker, c'est qu'il soit bon, peu importe. Moi, j'ai rencontré beaucoup de problèmes avec beaucoup de brokers, d'accord, dans le passé, notamment avec JFD Brokers. J'en ai rencontré beaucoup au niveau des exécutions, au niveau de plein de choses. Ça s'est durci, etc. C'était très difficile à trader. Voilà. Et je suis parti du jour au lendemain. Voilà. Après, il faut faire vraiment attention. Parce que quand les sommes sont importantes, le broker, il faut qu'il soit costaud en face. Parce que si le broker il n'est pas costaud et qu'on commence à avoir une stratégie trop gagnante, et parce que le brokerage, c'est un métier. Il faut que vous sachiez que le brokerage, c'est un métier. Alors, gagner de l'argent sur des stratégies perdantes, tout le monde peut le faire, tout le monde sait le faire, c'est du casino. Le broker, il fait rien, il fait pas son métier de broker, il attend simplement à les bras croisés que le service il perde et au final il ramasse la somme. Par contre, si un broker, si un vrai service commence à être très gagnant, ça peut très vite poser un problème au broker. Il faut savoir un truc aussi, c'est que un service beaucoup trop beau sur un broker de seconde zone, c'est une incohérence. C'est une vraie incohérence. D'accord? On range pas sa Bugatti ou sa Rolls-Royce, on la range pas. Enfin voilà, on la met pas comme ça, on la jette pas dans une vieille banlieue, etc. Enfin voilà, on la garde pas n'importe où en fait. Et ça c'est le premier truc du trader en fait. Le truc du trader déjà, c'est de se battre avec le broker, même si parce que tout trader à un moment donné a été un peu parano avec le broker. Est-ce que c'est moi qui suis mauvais? Est-ce que c'est ma stratégie? Est-ce que c'est ma position qui a vraiment touché le SL ou pas? Parce qu'il y a des fois où on a des SL qui sont tapés, des stop loss qui sont tapés à 0,01 pip. Et voilà, on se dit, mais là, c'est abusé, quoi. Et en fait, on peut développer facilement une parano. Donc, un trader, de toute façon, à un moment de sa vie, il a été parano et il sait très bien, vous inquiétez pas, savoir analyser des brokers, c'est la base. Savoir analyser des stratégies, savoir analyser une stratégie d'investissement ou savoir analyser un broker, c'est le B à bas. D'accord? C'est le truc le plus simple à faire. Le trader ne se trompe pas parce qu'il a hébergé sa stratégie chez un mauvais broker.
Il ne se trompe pas sur ces trucs-là. Ou un mec, en fait, qui a des connaissances, etc., il sait très bien. Moi, par exemple, quand on me propose une solution, enfin, quand je vois sur les réseaux des solutions d'investissement, je sais tout de suite si la solution, elle est viable, pas viable, si c'est peut-être, pas peut-être, si c'est à suivre, pas à suivre. C'est immédiat. En fait, je me trompe jamais. Je me suis jamais trompé si c'était un Ponzi ou pas un Ponzi. Et les gens après me tombaient dessus parce qu'après il y a des réseauteurs, il y a plein de choses. Et en fait, quand on empêche de travailler certaines personnes, ça les ennuie. Mais sauf qu'en fait, ces gens-là n'ont pas la vision complète de ce qu'ils font. Bien souvent, en fait, pour eux, l'argent, c'est une finalité, c'est une fin en soi, et c'est très dur en fait d'expliquer à quelqu'un qu'en fait, ce qu'il fait, en fait, il est en train de détruire la vie d'autres personnes et que ça peut être gravissime et que c'est pas la même chose de perdre de l'argent sur un vrai service que de gagner de l'argent, enfin que de perdre de l'argent sur un Ponzi. C'est pas la même chose. Même de gagner, enfin voilà, tout est tout est une question de perspective. Mais je vais y revenir. Donc comment lire correctement un MyFixBook? Donc par le broker. Donc voilà, le broker c'est un point primordial. Déjà, vous devez commencer par là. Vous devez, enfin voilà, si vous n'êtes pas accoutumé, etc., à tout ça, vous devez passer du temps. Est-ce qu'il y a une différence entre un broker et un prime broker? Oui, une grosse différence. Enfin, un broker retail, c'est un broker pour les particuliers. Un prime broker, c'est un broker, on va dire, un peu plus institutionnel. Normalement, un prime broker, il a un dépôt minimum plus élevé qu'un broker retail. Et on va dire qu'il y a souvent un prime broker ne fait pas du CFD. Ça veut dire que ça sera des lots pleins sur le marché direct. Ça sera pas une réplique du marché. Voilà. Donc, on entend parler on en reparlera après, mais en fait, je vais vous donner beaucoup de clés actuellement. Je vais vous donner beaucoup de clés après ceux qui voudront analyser parce que j'ai pas envie, je le fais suffisamment sur les réseaux, j'ai pas envie de parler de sociétés en particulier, j'ai envie de vous parler en général. Déjà, pourquoi vous parler en général? Parce que parler de société en particulier, cette société, si j'en parle, elle n'existera pas demain. Voilà, elle n'existera pas demain et ça n'a pas de grande valeur. Par contre, si je vous donne des clés au niveau de l'architecture, si vous écoutez bien ce que je dis, que vous comprenez bien, on va dire, comment fonctionnent les Ponzi, comment fonctionnent les mauvais services, etc. Après, bon, peu importe. Mais parce qu'un mauvais service aussi peut être un mauvais service un jour et peut être un très bon service un autre jour. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas parce qu'aujourd'hui il s'est planté que demain il va pas apprendre quelque chose d'extraordinaire et qui va pas en vrai capitaliser sur les échecs. Comme la majorité des gens, on apprend tous à marcher en tombant. Et en vrai, il y a des moments où on n'avait pas prévu en fait de tomber là parce qu'on n'avait pas prévu ce problème-là. Et puis c'est en tombant qu'on se dit ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Et on va rajouter, on va trouver des améliorations, des solutions, et pour proposer quelque chose qui nous permette ensuite d'aller beaucoup plus loin et voilà, beaucoup plus longtemps. Donc en gros, la courbe de gain aussi, il faut savoir l'analyser, repérer donc martingale, grid trading, etc. Une courbe de gain beaucoup trop linéaire où il n'y a pas de perte en fait, c'est une courbe de gain où il n'y a que du grid et où il n'y a jamais de perte. Ça veut dire qu'en réalité, quand le compte y perd, en général, ça fait ça. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte de manière linéaire, quasiment avec zéro variation. Parce qu'une variation, c'est une perte. Et une perte, en fait, ça assainit. Ça veut dire que le marché, enfin, la stratégie, elle sait prendre ses pertes. Ça veut dire qu'elle n'est pas en mode espoir en perpétuellement. Ça veut dire qu'au final, voilà, on a pris sa perte. OK, on a le drawdown qui est affiché là. On sait à combien approximativement la stratégie, elle peut perdre. Et ainsi de suite, et comment est géré le risque. Donc, plus il y a de pertes qui sont faites, plus il y a en fait une courbe fait ça et plus c'est sain. Plus une courbe fait ça et moins c'est sain. Voilà. Donc ça, c'est très important que vous compreniez. Rien qu'avec la courbe de gain, déjà, on peut déjà comprendre si un service est sain ou s'il y a des petits soucis. Parce qu'en général, voilà, des courbes martingales ou des courbes avec du grid, sans stop loss et quoi que ce soit, ça fait ça, et après, ça fait ça. Voilà. Et le compte, il crame. Voilà. Donc, vous n'avez même pas le temps de dire au revoir que ça y est, le compte, il a cramé. En fait, et là, vous pouvez faire du 1000, 2000, 3000%, ça ne vaut rien. D'accord? S'il n'y a pas de gestion de risque, s'il n'y a pas un moment donné où on prend sa perte,
en fait, ça veut dire que votre capital est en permanence en risque. Ça veut dire que c'est du casino pur. Ça veut dire qu'en gros, c'est les chaises musicales, quoi. Le premier qui part, il a gagné, quoi. Et enfin voilà, en gros, c'est n'importe quoi. Donc, bon, bien évidemment, ne demandez pas la stratégie du service d'investissement parce que personne vous la donnera. On donne pas et on donne pas. Enfin voilà, c'est comme si vous demandiez à Coca-Cola exactement comment ils trade, etc. Vous n'aurez pas toutes les infos. Ça, c'est normal. Mais vous pouvez aller quand même gratter quelques infos, comment ils gèrent le risque, etc. Ça, normalement, il doit vous le dire, c'est la base. Le rapport gain drawdown aussi. Donc, il y a la qualité du drawdown qui est très importante. Et là, je vais revenir. Pareil, le drawdown, en fait, n'est pas du tout la même chose si vous avez un drawdown pris sur des pertes successives ou pris sur du floating. Ça veut dire que le floating, c'est une perte en cours qui ne s'est pas arrêtée. C'est comme, en fait, si vous voulez, en fait, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer là. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une courbe de drawdown. Si la courbe, par exemple, de drawdown, elle a fait moins 30% et qu'après, il est revenu et qu'après, il était en gain, et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de stop. C'est-à-dire qu'en fait, s'il s'arrête pas à moins 30, il s'arrête où? À moins 40, à moins 50, à moins 60? Il s'arrête à quel moment, en fait? Parce que plus il y a du drawdown et plus c'est dur d'arrêter. C'est-à-dire que là, on va vous demander de couper la main, après de couper le bras, après de couper quoi? Donc, en fait, c'est là où il y a de la gestion de risque. La gestion de risque, elle se place au niveau des stop-loss. Ça veut dire qu'une stratégie qui est, on va dire, linéaire. Après, il y a des stratégies qui sont sans aucun effet de levier, juste pur et dur judiciaire. Ça veut dire, il rachète, il rachète, il rachète. Il n'y a pas d'effet de levier, il n'y a rien. Et quelque part, quand il faut rajouter, c'est parce que vous croyez en un marché. Mais en quelque sorte, c'est un petit peu un pari. Enfin, c'est un pari de toute façon. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est un pari sur le fait que ça va monter. Et si ça crache, c'est-à-dire que votre pari, on va dire. Mais après, normalement, sur des marchés, on va dire assez mûrs, c'est rare qu'il y ait des crashs. Mais ça peut exister, même sur le marché, on va dire des indices, même sur les marchés. Enfin, il y a des cracks, quoi. Sur le marché, il y a des cracks, et c'est vrai que de prendre des gains ou d'avoir des stop-loss assez proches et voilà, de faire pas mal de gains, etc., permet d'avoir une accumulation dynamique intéressante. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Après, ça se discute et comme je vous dis, je suis quelqu'un de très ouvert et c'est fort possible qu'il y a des choses après, tout ce que je vous dis quand je suis sûr de moi, c'est des choses qui sont sûres. Vous pouvez voilà, attester. Moi, là où on va dire que tout est possible, c'est parce que j'estime que il y a beaucoup de gens qui disent si ça existait, ça se saurait. Oui, mais avant que ça n'existe, ça se savait pas. Au final, heureusement qu'il y a des gens qui créent des choses et heureusement qu'il y a des gens qui inventent quelque chose qui n'existe pas en fait. Parce que sinon, en fait, il y aurait rien qui avancerait et voilà, ce serait un peu triste. Donc pour moi, tout peut exister à condition que ce soit logique. Parce qu'en gros, il faut que le broker sera toujours un bon broker. Courbe de gain aussi pareil, mais vous pouvez extraire ce que je vous dis sur d'autres business. Ça veut dire qu'il y a toujours combien je risque, quelle est la gestion du risque derrière, etc. Ça, c'est très important. Et si tout part en sucette, quels sont mes filets de sécurité? Donc, ça, c'est très important. Rapport gain drawdown, qualité du drawdown, donc le floating d'un côté et la succession de SL. Donc, c'est pas parce qu'on a pris une succession de pertes que on dit souvent les gains passés ne garantissent pas des gains futurs. Les pertes passées ne garantissent pas non plus des pertes futures. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a une très mauvaise série, parce que dans la vie ça arrive et dans le trading ça arrive. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les marchés, il y a, on va dire, 4 phases de marché. Il y a la phase de marché qui est en range, d'accord, où le marché latéralise, donc il va attendre qu'une direction se passe, il va attendre de prendre une direction, et en général, il va casser son range avec une grosse bougie impulsive qui va clôturer donc impulsive, qui va marquer en fait le début d'une tendance moyen long terme. Tout dépend en fait de l'unité où vous vous trouvez. En fait, voilà. Donc, il y a la première phase, la phase de latéralisation. La deuxième phase, la phase d'accélération. La troisième phase, la phase de continuation. Et la quatrième phase, la phase de retournement. Eh bien, en réalité, il y a très peu de stratégies qui fonctionnent sur ces 4 phases
il y a beaucoup de stratégies qui fonctionnent, on va dire, qui se focalisent sur on va dire une configuration donnée. Et si cette configuration, elle ne passe pas sur un nombre de temps important, et ben, elle va accumuler un nombre de pertes important. Mais quand cette configuration va sortir, par exemple, imaginez que la stratégie, elle ne fait que des sorties de range. Ça veut dire que des sorties où elle vise les accélérations, où il y a du flux, en fait. Où il faut qu'il y ait du flux, il faut que on va dire, le marché ait une direction. Ben, pendant toute la phase de range, et ben, il va prendre des fausses sorties. Il va se prendre des fausses sorties, des fausses sorties, des fausses sorties, des fausses sorties. Mais en fait, c'est son acharnement, c'est sa résilience qui va faire qu'à un moment donné, quand le marché va partir, là, il va se gaver longtemps en général. Parce que, en fait, plus le marché reste longtemps en range, et plus le marché après, il part pendant longtemps aussi. Donc, en réalité, il faut bien connaître son marché, il faut être résilient. Il y a des fois où c'est pas parce que vous avez une succession de pertes que forcément, il faut quitter le navire. C'est parce que justement, la stratégie peut aussi sortir très gagnante plus tard. Donc, faut être patient. Une fois qu'on mise, enfin moi j'aime bien cette idée. Une fois que vous misez sur quelqu'un ou sur un service d'investissement ou que vous y croyez, vous croyez en la personne, peu importe. Vous avez votre plan, vous croyez en la personne. Sachez une chose, c'est que il faut que vous, comment dire, il faut que vous, il faut que vous teniez en fait, parce que en réalité, c'est comme par exemple Tesla. Tesla pendant très longtemps, jusqu'en 2017 ou 2018, a frôlé la faillite. D'accord, ils se sont fait refinancer à hauteur de 40 millions par un fonds d'investissement. Ils étaient à 2 mois en fait de faire faillite. Hein. Ils étaient à 2 mois voilà, Elon Musk il était à 2 mois de fermer. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, euh, ce qui s'est passé, c'est que Elon Musk a été refinancé à hauteur de 40 millions. Et par ça, en fait, il a sauvé sa société. Et après, on sait que voilà ce que Tesla a fait. Donc, c'est pas parce qu'une société est en difficulté à un moment qu'en fait, il faut s'en éloigner. C'est très important. En fait, il faut avoir confiance en sa stratégie et la tenir. Il ne faut pas Bah, vouloir changer. C'est pas parce qu'on a une perte qu'il faut tout de suite changer de stratégie. Il faut avoir confiance à sa stratégie. C'est ça. en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est que en fait, il y a un fondamental. À partir du moment où on est dans une vraie solution d'investissement, ça va au-delà des gains et des pertes. C'est aussi des valeurs, c'est aussi un sens, c'est aussi en fait une croyance en quelqu'un et une croyance en la résilience et en la capacité de la société on va dire, à aller outre en fait des problèmes et à faire des problèmes, on va dire, quelque chose de positif. La majorité des gens, enfin, si vous prenez un peu de recul, c'est les moments les plus douloureux, les plus difficiles qui ont fait que en fait, ça a révélé en fait une force, ça a décuplé votre force en fait. Parfait. Voilà. J'avais juste sur un MyFixBook, on parle des fois de ratio, de profit factor. Est-ce que tu peux expliquer brièvement ce qu'est cette petite chose? Ben, en fait, c'est le rapport, c'est le risk reward, c'est ça, Ouais, c'est ça. C'est ça. c'est le rapport entre les gains et la perte. Ça veut dire qu'en gros, vous risquez X pour aller chercher Y en fait. Et plus on va dire, plus vous risquez, comment dire, moins vous risquez pour aller chercher gros et plus on va dire la stratégie normalement. Mais ça, c'est aussi théorique parce qu'il y a plein de stratégies différentes. Donc ça, je ne veux pas trop m'étaler sur le risk reward parce qu'on peut avoir un très mauvais risk reward, mais avoir une très forte probabilité de succès. Et en fait, la probabilité va contrebalancer le risk reward. Voilà. Donc, en fait, il faut savoir une chose, prendre un élément séparé du reste en trading, c'est une erreur. Il faut prendre la globalité. Il faut avoir la notion de globalité. D'accord? C'est très important. Parce que si vous n'avez pas la notion de globalité, si vous ne voyez pas la stratégie dans son ensemble, en fait, vous allez être, vous pouvez passer à côté en fait à côté en fait de la logique de la stratégie. Il faut aussi savoir un truc, c'est qu'il faut fuir les rendements fixes en trading. Dès qu'on vous propose des rendements fixes dans l'investissement à haut rendement, bien évidemment qu'il faut fuir. Personne n'est capable aujourd'hui de savoir demain. On peut avoir, on va dire des rendements, comment dire. Des probabilités de rendement.
Ouais, non, on peut avoir des références, Des références, de rendement, mais on peut pas voilà, vous garantir un rendement, c'est pas possible. tout à fait. C'est impossible. Merci, Euh, Anthony. Justement, donc, tu as fini sur cette question-là, c'est bon pour toi, Anthony, ou pas? oui, Ouais. oui, oui. Ben, écoute, moi, je t'ai entendu parler de Ponzi. Voilà. Et ben, Mhm. aujourd'hui, j'ai beaucoup de monde qui se pose justement cette question. Qu'est-ce qui est réellement un Ponzi? Est-ce que tu peux nous parler ce soir de ce qui est un Ponzi? Du Alors Ponzi. oui. Alors, en fait, un Ponzi, c'est un système pyramidal qui rémunère les clients, on va dire les clients qui retirent ou parrainent par la croissance exponentielle de nouveaux clients. Ça veut dire qu'en fait, c'est les nouveaux clients, on va dire l'ajout des capitaux des nouveaux qui payent les anciens. Voilà. Et ça, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune création de valeur, il n'y a pas de service derrière. C'est juste en fait un système qui ne tient que par la croissance exponentielle de nouveaux clients. Et quand la croissance exponentielle décline, c'est à ce moment-là en fait que les fondateurs décident de partir avec la caisse parce qu'ils peuvent plus payer. Et qu'en fait, en gros, c'est le moment aussi où il y a le pactole le plus important. Très bien. Et du coup, ça pose, ça découle une autre question. Quelle est pour toi, qu'est-ce qui fait la différence justement entre une... Attends, j'ai pas fini Ah, non t'as pas plus. fini, excuse-moi. Non, 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 non. Donc en fait, Ponzi. ouais, si, vas-y, je te Non, non, laisse non, passer. vas-y, c'est toi le. Non, non, mais vas-y, la prochaine question. Donc, en fait, ça se relie en fait quelque part. Voilà, tu viens de définir en fait, de donner la définition d'un Ponzi. Et aujourd'hui, justement, qu'est-ce qui pour toi différencie une solution d'investissement fiable, honnête, par rapport justement à cette valeur d'escroquerie qu'on vient de définir avec un Ponzi? En gros, déjà, je vais vous dire ce qui caractérise un Ponzi. Comment les reconnaître? Déjà. Déjà, il y a en fait, il y a un CEO. Le CEO, donc le directeur, le PDG, n'est pas le PDG. C'est un homme de paille, d'accord? C'est un acteur, souvent, qui est là pour couvrir le véritable architecte et fondateur. D'accord? Donc, en réalité, il y a un homme de paille, c'est toujours la même chose. C'est lui, s'il y a vraiment un problème qui se place, c'est lui qui va prendre tout, on va dire, de plein fouet. Donc, les Ponzi, en fait, les preuves sont censées rassurer et convaincre les investisseurs. Euh, euh, C'est-à-dire qu'en gros, toutes les preuves qui sont censées rassurer émanent de la société elle-même. Ça veut dire qu'en général, et quand elles émanent pas de la société elle-même, c'est une société qui a été créée pour donner l'illusion d'un tiers de confiance. Et en fait, ce tiers de confiance, il est bien évidemment non régulé et totalement fictif. Donc, c'est une coquille vide. Ça veut dire qu'en réalité, ils vont créer, en fait, par exemple, en trading, ils vont créer un broker qui n'existe pas, d'accord, qui n'a pas de client, qui a personne, en fait, pour créer en fait l'illusion que votre argent il est quelque part et qu'il y a un tiers de confiance. Par exemple, là, en l'occurrence, c'est Vantage, mais Vantage, il pèse des milliards, personne ne peut les contrôler, d'accord, ni moi ni personne. Et donc c'est un tiers de confiance. Votre banque, c'est un tiers de confiance. Les institutions, c'est des tiers de confiance. Quand vous allez mettre votre argent chez le broker, il faut que le broker soit votre tiers de confiance. C'est très important parce que la cupidité, parfois, elle nous empêche de voir que l'argent, on le met chez quelqu'un, mais on ne sait même pas. On a l'impression qu'en fait, on le contrôle, on le maîtrise, mais en réalité, on ne le maîtrise pas du tout. Alors, dans le pire des cas, c'est carrément dans un back-office de la société, et on va dire dans le meilleur des cas, mais c'est aussi un cas horrible, c'est une société, un broker qui a été créé pour donner l'illusion qu'il y a un broker, mais qu'en fait, le broker, en fait, c'est la société elle-même. Voilà. Donc, en réalité, ça peut aller assez loin. Donc, et ça, c'est des schémas qui sont connus, hein, pas des schémas qui sont que je sors d'un chapeau, hein, c'est des schémas qui sont très connus, qui sont répandus. Enfin voilà, certaines sociétés que vous avez énumérées, on va dire, c'est bien évidemment quand par exemple on verse de l'argent, on a un dépôt et qu'en fait les networkers sont payés alors que avant même que l'argent travaille, on sait pertinemment que on sait pertinemment que c'est un Ponzi, quoi, en fait. Ça peut pas, en fait, on peut pas s'handicaper au départ du capital
pour payer d'abord les parrains. D'abord, on crée de la valeur et ensuite, avec la valeur qu'on crée, là, on peut payer des gens. Voilà, et c'est au fur et à mesure. Donc ça, c'est important de le savoir. Souvent, Parce qu'en fait, on se demande souvent, mais comment repérer en fait un Ponzi, quoi. C'est ça. donc, il faut tout vérifier et relever les incohérences. Ça, c'est systémique, d'accord? Tout vérifier. Ne pas faire confiance à personne, d'accord? Dans ce secteur principalement, faut que vous fassiez votre propre enquête. Faut que vous releviez tout. Faut que voilà, vous alliez chercher le CEO. Faut que vous alliez chercher où est mon argent, comment je le récupère. Enfin, faut vous posiez. De toute façon, je vais vous donner à la fin. Vous aurez toutes les questions à vous poser. Mais c'est vrai que faut récolter, faut vérifier, faut relever les incohérences. Et le sponsoring, par exemple, ou l'utilisation d'ambassadeurs connus ou peu importe, ne sont pas des gages de confiance. D'accord? Plus on veut vous donner confiance euh, par par, par des objets brillants, même si les gens, les ambassadeurs, c'est des personnes, plus on va vouloir vous en mettre plein les yeux, ben plus il faut faire attention. Plus, enfin voilà, les grosses conférences, les gros trucs, les gros événements, etc. Voilà, c'est d'abord le service. Vous savez, sincèrement, on s'en fiche qu'on roule en Ferrari, on s'en fiche que machin, peu importe, on s'en fout de ça. L'important, c'est le service et les compétences. Plus on va vouloir vous distraire, et plus en gros, c'est pour que vous regardiez ailleurs, en fait. Et plus on regarde ailleurs, et moins on regarde là où il faut regarder. Donc ça, c'est très important aussi. Il y a, par exemple, le momentum. Il n'y a pas de momentum, en fait, pour les services financiers. Le momentum, ça va vouloir, en fait, vous créer une urgence. Et en fait, un vrai service financier n'a pas besoin de créer de l'urgence parce que s'il est bon aujourd'hui, il sera bon demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. D'accord? Un service financier viable, qui est professionnel, qui est bon, qui est mûr, en tout cas, parce que voilà, et ben en fait, il perdurera dans le temps. Il n'y a pas de nouvelles technologies qui va faire que ça va tout révolutionner. Par exemple, on parle même souvent d'intelligence artificielle, etc. Mais l'intelligence artificielle, il faut savoir elle est largement surcotée dans la tête des gens. Et en fait, enfin, les réseaux neuronaux ou quoi que ce soit, parce que c'est ce qu'on utilise le plus dans l'intelligence artificielle, ça peut pas vous permettre de faire grand-chose. Hein. Je vous le dis clairement, à part vous épater, ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Et ah oui, par contre, il y a un truc aussi très important, très important. Les schémas communs aux exit scams. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un schéma qui est pratiquement commun à tous les Ponzi. Ça veut dire qu'il y a une amorce. Donc en fait, l'amorce, c'est l'amorce de l'exit scam. Hein. C'est l'amorce où il va partir avec la caisse. Ça veut dire, bon, parfois, il n'y a pas d'amorce. Parfois, ils partent avec la caisse sans prévenir. Voilà, c'est mort. Il n'y a aucun moyen de se retourner ou quoi que ce soit. Mais l'amorce, c'est souvent une très bonne nouvelle sous forme d'annonce officielle afin d'aspirer dans les filets les derniers indécis, on va dire. Par exemple, une régulation, une création d'une banque, la possibilité d'obtenir des cartes de crédit reliées au back-office, etc., etc. Donc ça, c'est des trucs qui sont, on va dire, censés vous rassurer, qui ont pour seul but de rassurer, mais qui ont pour seul but de rassurer parce que justement, ils vont partir avec la caisse. Donc, et en fait, environ 3 à 6 mois plus tard, problème de retrait avec une très jolie histoire à vous raconter et exit scam, les investisseurs attendent en suspens les prochaines news pour récupérer leur argent, mais ça n'arrive jamais. Et au final, les informations arrivent au compte-gouttes jusqu'à arriver vraiment au compte-gouttes. Tous les mois, au début, vous avez toutes les semaines limite des news. Après, c'est toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 1 an. Et ensuite, après, ça y est, on oublie l'argent. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très commun. Et l'exit scam, enfin voilà, c'est malheureusement les Ponzi, tout est scénarisé à l'avance, quoi. Tout est scénarisé à l'avance. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est dans l'intention
l'intention de départ, en fait. C'est-à-dire qu'au tout début, on sait déjà si la société elle a des bonnes intentions ou des mauvaises intentions. Et si vous savez bien analyser un petit peu la société, au moins essayez de rentrer dans des sociétés qui veulent votre bien, qui veulent vraiment avancer avec vous, qui veulent faire un win-win, un contrat gagnant-gagnant, qui veulent créer des cercles vertueux plutôt que des sociétés voilà, qui vont vous mettre de la poudre aux yeux pour au final, et en plus votre argent, vous savez même pas où vous allez le mettre. Parce que enfin, si vous le gagnez, ben, vous le gagnez sur le malheur des autres. Et si vous le perdez pour alimenter des réseaux hyper opaques. Vous savez même pas où l'argent y va. Ça peut être des réseaux mafieux, des réseaux terroristes, ça peut être des réseaux, peu importe. Vous savez pas ce que vous financez, en fait. Donc, voilà, faut faire attention aussi. C'est pour ça qu'il faut donner du sens à son investissement. Enfin voilà, pour moi, c'est pas que de l'argent en fait, c'est pas que, enfin en fait c'est des valeurs avant d'être de l'argent. On est investisseur en fait comment dire, pour véhiculer des valeurs de liberté, pour véhiculer des valeurs. Enfin, on n'investit pas dans n'importe quoi, on donne pas son argent à n'importe qui. Voilà. Et avec la cupidité, ça peut aller loin et vous pouvez voilà faire trop vite confiance. Vas-y Stéphane. Merci Anthony. D'après toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses à quoi peut-on s'attendre en fait comme nouvelle génération de Ponzi? En fait, on a eu les faux brokers, on a eu on a eu au départ les dashboards qui hébergeaient l'argent des gens. Donc ça, en fait, ça c'est la première génération. La moins aboutie pour moi, c'est en fait un joli dashboard, une jolie histoire, beaucoup de poudre aux yeux, voilà, l'appât de l'objet brillant. Et en fait, on fait confiance à une société, on met carrément l'argent dans la société. La société, en fait, au final, elle a le contrôle sur vos fonds. Et bien évidemment, elle n'a pas le contrôle sur vos fonds pour vous faire du bien, elle a le contrôle sur vos fonds pour partir avec. Voilà. Après, c'est différent des hedge funds, etc. Mais même dans ces cas-là, le il vaut fameux mieux argent avoir. sur un back-office, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le premier schéma. Le deuxième schéma, c'est on crée une société externe. On crée une société externe avec, comment dire, l'illusion d'avoir une société externe avec l'illusion d'avoir une société, un tiers de confiance. Ce tiers de confiance n'est pas un tiers de confiance, c'est une coquille vide qui a juste pour but, on va dire, de récolter les fonds et de partir avec la caisse au moment venu. En fait, la société et le tiers de confiance sont la même chose. Donc mais c'est pour ça qu'en fait, il faut que le tiers de confiance soit réellement très solide. Voilà. En fait, quand vous mettez votre argent quelque part, il faut que le tiers de confiance soit ultra solide et que vous ayez pas une société qui a 2-3 piges ou quoi que ce soit, enfin un truc bramballant qui peut à n'importe quel moment changer de fusil d'épaule. Comme je vous l'ai dit, hein, RNFX, ils ont pratiqué des choses un peu bizarres. Une société qui a 1, 2, 3, 4 ans, qui a un peu du mal à vivre ou quoi que ce soit, va à n'importe quel moment peut se dire bon bah vas-y, on va créer un Ponzi, je vais créer une solution d'investissement qui est super viable, que tout le monde va aller dessus, et en réalité la solution n'existe pas et c'est juste pour prendre l'argent des gens, hein. Vous savez, une société elle peut très vite changer de fusil d'épaule et se dire bon la voie carrée, la voie légale, la voie propre, ça fonctionne pas, on tire la langue, bah on va choisir la voie la plus facile, quoi, les raccourcis, hein. Les raccourcis, c'est ce qui plaît le plus, hein. C'est pour ça que les gens font des arnaques. C'est parce en fait, il y a des raccourcis qui sont faciles. Et de l'autre côté, c'est, tu morphes, quoi. Mais tu morphes pour pérenniser. Pour qu'à la fin, en fait, bien évidemment que une société, si elle a capitalisé sur tous ses apprentissages, elle va avoir il va y avoir beaucoup plus, on va dire, elle va tenir beaucoup plus longtemps et elle va apporter beaucoup plus d'argent surtout. Donc voilà, mais c'est parce qu'il y a des gens qui savent pas travailler tout simplement et qui comprennent pas en fait la valeur de travail et la vision long terme, etc., qui n'ont aucune vision. Une question de Alan, j'ai vu. Et sinon, si des business où on investit sur un back-office sans broker, mais où on peut retirer quand on veut, est-ce que c'est foireux aussi? Oui, Moi, oui, je dis oui aussi, parce que voilà, oui, oui.
Parce que Oui, forcément, à votre argent est 100%. sur un back-office, ça veut dire que la société peut à n'importe quel moment donc voilà arrêter le back-office, donc erreur 404, hein, la petite phrase qu'on a souvent vue, ou alors peut bien sûr décider d'arrêter les retraits, etc., etc. Et donc à partir du moment où votre argent est sur un back-office, ça veut dire que les propriétaires du back-office peuvent à n'importe quel moment faire ce qu'ils veulent, tout En, simplement. en réalité, c'est parce que justement l'argent est sur le back-office que c'est prévu d'avance que vous n'ayez pas le contrôle de votre argent. En fait, il faut que vous vous mettiez toujours, en tant qu'investisseur, il faut toujours que vous vous mettiez à la place du fondateur. D'accord? Mettez-vous à sa place. Qu'est-ce que moi je ferais et pourquoi je l'aurais fait? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Quel est mon intérêt de faire ça comme ça? Pourquoi non réguler? Alors qu'en fait, on peut essayer d'être sur des plateformes plus ou moins régulées, etc. Pourquoi on n'essaie pas, pourquoi le mettre au Bronx alors je pourrais le mettre, alors que je pourrais le mettre à Monaco, tu vois, par exemple. Donc, en fait, en réalité, tout, tout est soigneusement pensé. Le fondateur, lui, il va passer des années à réfléchir à son truc, à réfléchir à son escroquerie ou à réfléchir à sa solution. Bien évidemment, quand c'est une vraie solution d'investissement, il va y réfléchir encore plus longtemps. Donc, en réalité, ses décisions et ses choix, ils ont encore plus de poids. Mais quand c'est une escroquerie, le mec, il va tout faire pour faire en sorte que vous ayez confiance. D'accord? Mais en réalité, derrière, quand vous cratez, il n'y a rien. Il n'y a rien il y a rien qui se tient, il n'y a rien de solide. Tout est bramballant. Et de toute façon, à ma connaissance, il n'y a aucune société qui détient l'argent dans un back-office, on va dire, qui a réellement perduré, voilà, dans le temps. Réellement. On va dire que aujourd'hui, Be My Flow, vous savez très bien ce qu'elle fait. Be My Flow, elle met en relation des services et elle en met beaucoup en relation. Voilà, donc en fait, c'est un apporteur d'affaires pour des investisseurs, en quelque sorte. Donc, en fait, eux, ils prennent entre guillemets, à travers à travers les licences, etc. C'est comme ça qu'en fait, ils se rémunèrent. Et en fait, ils vous donnent accès à tout le travail qu'ils ont fait en amont. Mais à partir du moment où la société, enfin, votre argent dans un back-office, c'est plus votre argent. Considérez que c'est plus votre argent. Voilà. Oui, puis bon, je vois que Alan a remis, bon, pour finir là-dessus, il dit retirer son capital quand on veut, je précise. Mais oui, mais aujourd'hui, tu as un capital sur ton back-office, peut-être que demain matin, tu n'as plus accès à ton capital. Donc, tu n'as pas pu retirer ton capital. Alors, même s'il est disponible au retrait, mais si tu ne peux pas le retirer parce que le site ne te le permet pas, bah, ça ne change rien au problème. Voilà. Donc, en fait, j'avais une question. Qu'est-ce qui différencie un escroc d'une personne voulant créer de la valeur? Donc, en fait, un escroc va chercher des raccourcis, donc manque de créativité, manque d'empathie également, manque d'éducation car il donne une valeur intrinsèque à l'argent. D'accord? Ça, c'est systématique. Ça veut dire qu'en gros, pour eux, la finalité vaut les moyens. C'est-à-dire que, en réalité, peu importe comment ils arrivent à la finalité, c'est la finalité le plus important. Et en tant qu'investisseur, votre fonctionnement doit également être celui-ci, c'est-à-dire que en fait l'argent n'est pas la finalité. D'accord? L'argent n'est pas la finalité. Ça veut dire que d'abord, c'est vous donner les moyens d'analyser un business, de croire en quelqu'un ou en quelque chose ou un projet. Et une fois que vous investissez non pas pour gagner de l'argent, vous investissez parce que vous croyez en quelque chose. D'accord? Et c'est tout à fait différent parce que quand vous croyez en quelque chose, vous pouvez vous permettre de perdre. Alors que quand vous mettez de l'argent pour gagner de l'argent, déjà, ça n'a aucun sens. D'accord? Proprement parler. Après, je sais que mon discours, il peut être un peu, il peut ne pas être compris par tous, mais réellement, si vous mettez vraiment du sens à ce que vous faites, ça aura beaucoup plus, enfin, vous comprendrez beaucoup plus pourquoi vous investissez et vous supporteriez beaucoup plus les risques aussi intrinsèques à un investissement. Donc ça, pour moi, c'est important. En fait, pour moi, la doctrine des escrocs, c'est l'argent est une fin en soi et tous les moyens sont bons pour en avoir, quoi. Et en fait, une personne honnête va toujours chercher à impacter le monde positivement, à apporter de la valeur, être en alignement avec ses valeurs, donner un sens à sa vie, apprendre en permanence et apprendre la résilience également. Et donc, sa doctrine à lui, ça sera la destination et le chemin. Et ça, c'est très, 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 très important. Voilà, ça veut dire qu'en fait, les obstacles et les épreuves, en fait, ça va alimenter, on va dire, ça va l'alimenter tellement qu'en réalité,
il y a une phrase de Gandhi, je crois, qui dit soit je gagne, soit j'apprends. Et ben en fait, dans la vie, c'est ça, quoi. C'est soit je gagne, soit j'apprends. Mais pour apprendre quelque chose, il faut encore apprendre quelque chose. Il n'y a rien à apprendre d'une escroquerie et d'un service d'investissement qui vous arnaque. Il n'y a rien à apprendre. Et vous pouvez en faire 10, vous apprendrez rien non plus. Donc voilà. Pour moi, c'est pour ça que donc ensuite, j'avais une autre question. Donc, y a-t-il des secteurs plus propices aux escroqueries? Alors oui, tous les secteurs émergents, donc la crypto, les NFT, le CBD, l'intelligence artificielle. En gros, dès qu'il y a un marché émergent, les escrocs adorent les marchés émergents parce que, comment dire, à partir du moment où vous avez un marché qui n'est pas mûr, où les gens ont un intérêt dessus, c'est très facile en fait d'appâter les gens parce que tout le monde est novice. Donc comme tout le monde est novice, il suffit qu'ils maîtrisent le vocabulaire, le lexique, parce que les escrocs en fait vont s'intéresser principalement au lexique, au champ lexical du marché en question, et vont apprendre les termes et pour les utiliser et après en fait endormir les personnes, et juste parce que les personnes ils sont épatées par un sachant entre guillemets qui n'est pas sachant du tout, et ben en fait ça va créer l'illusion on va dire d'un vrai business, mais en fait qui n'en est pas un. Et ça, c'est très facile parce que justement, juste avec le lexique, avec le champ lexical, avec le vocabulaire, et ben en gros, ça va vous apprendre plein de choses. Vous avez l'impression en fait que la personne elle sait 1000 fois plus de choses que vous, alors qu'en fait, elle ne sait rien du tout, qu'elle est juste en train de vous enfumer, quoi, entre guillemets. Donc ensuite, il y a les secteurs techniques qui représentent, qui requièrent des connaissances et qui représentent une importante manne financière afin de jouer sur la cupidité tout en assommant avec des termes techniques plus ou moins bien employés également. Donc en fait, voilà, c'est en gros les marchés de matières premières, enfin peu importe. Donc ça en gros, c'est des énormes on va dire des énormes commissions derrière. Moi, j'ai travaillé dans ces secteurs-là. Et bien évidemment que ça appâte énormément la cupidité des gens, ça active la cupidité. Et voilà, il faut faire extrêmement attention dans ces marchés-là, sur ces marchés-là. Et en fait, n'investissez que dans des marchés que vous comprenez. Là, ce soir, je vous donne beaucoup de connaissances pour que vous puissiez, en tant qu'investisseur, maintenant, savoir reconnaître, savoir analyser, savoir repérer tous les marchés. Enfin, les marchés, au moins le marché du trading. Voilà. Donc, il y a autre chose aussi. Donc, si vous perdez de l'argent, que ce soit à travers une arnaque ou à travers l'amateurisme d'une solution d'investissement, la finalité est-elle la même? Bien sûr que non. Alors qu'en fait, c'est l'intention le plus important. En tant qu'investisseur, vous devez d'analyser de façon indépendante un business et de savoir le faire surtout. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous analysez un business, vous croyez en ce business, vous aurez des raisons d'y rester ou pas. C'est très important. Parce qu'il peut très bien se passer un truc. Vous avez analysé le business, vous voyez qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont, vous voyez que la personne, elle a des compétences à apporter, elle a des choses à vous apporter. La société, elle a merdé, enfin, il y a eu un problème. D'accord? Il y a eu un problème, elle va vous expliquer le problème. Elle va expliquer aussi ce qu'elle a changé, ce qu'elle a amélioré, ce qu'elle a compris. En fait, et si vous êtes vraiment impliqué, vous allez dire ah c'est génial ou ah j'y crois plus machin, mais pour des raisons. En fait, il y aura pas de juste j'ai perdu de l'argent, juste j'ai gagné, c'est binaire, gagner et perdre. Parfois en fait, vous pouvez être à deux doigts en fait de toucher le jackpot avec une société, mais juste parce que vous vouliez votre gain immédiat et que vous n'avez pas eu votre gain immédiat, en fait vous avez quitté un navire en fait qui était à deux doigts en fait de vous amener là où vous vouliez aller, quoi. Et c'est ça en fait qui pour moi qui est important. C'est pour ça que il faut vraiment savoir analyser, etc. Et en tant qu'investisseur, vous devez de le faire. D'une arnaque, il n'y a pas grand-chose à apprendre, bien évidemment. Vous devez, parce qu'en fait, elles sont toutes structurées de la même manière. Les gens qui composent des arnaques sont des gens qui n'ont pas qui sont pas créatifs, qui n'ont pas d'imagination. Et comme ils n'ont pas d'imagination, eh bien en réalité, ils fonctionnent toujours sur le même schéma.
Donc, en fait, si vous avez de la cupidité et qu'en fait, vous faites tout le temps avoir parce que vous êtes cupide, et ben, en fait, il y aura rien à apprendre. Il y aura juste à apprendre qu'un jour, il faudra que vous appreniez à analyser un business et de pas prier pour que le business dans lequel vous êtes, c'est enfin le business qui va vous amener, enfin, comme un ticket de loto, en fait. C'est au petit bonheur de la chance. Et c'est pas ça. Enfin, voilà, faut aussi s'investir et comprendre. Mais de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous êtes investi et que vous voulez comprendre en fait le derrière, le rideau, etc. Et je vais tout faire pour qu'à la fin de la soirée, vous ayez tout en les mains pour comprendre vraiment. Parce que moi, vraiment, quand je vois un business, je vois tout. Tout ce qu'il y a derrière, comment a réfléchi le fondateur, etc. Enfin, s'il a été bienveillant, pas bienveillant, etc. Et je le vois tout de suite. Donc, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt entre vous et le service d'investissement que vous avez choisi. Bien évidemment, normalement, c'est un cercle vertueux. Logiquement, voilà, en fait, logiquement, on croit en une société d'investissement, on croit en la vision du CEO, on croit en un produit. Donc voilà, comme je vous expliquais avec Tesla, etc. La société qui a échoué pourrait très bien être la prochaine pépite de demain. Pas parce qu'une société a échoué un jour. Au contraire, par exemple aux États-Unis, cet exemple il est souvent répété, mais aux États-Unis, on va dire que si vous n'avez pas échoué, vous avez rien fait dans votre vie, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quelqu'un qui a échoué, plus on a échoué et plus on a appris en fait, et plus on est, on va dire, mûr pour réellement faire quelque chose d'assez grand. Parce que parce que voilà, les échecs, c'est les meilleurs maîtres pour moi. Et ça, c'est réel. Donc, quelles sont les informations à récolter afin d'éviter les arnaques? Voilà. Donc là, vous pouvez limite écrire. D'accord. Si c'est enregistré, ben vous écrirez, vous relancerez l'enregistrement. Mais ça, c'est voilà, ça c'est le tips final. Quelles sont les informations récoltées afin d'éviter les arnaques? Donc petit 1, vous récoltez des informations. Donc, qui est le CEO du service d'investissement? Alors dès que je vais vous donner un contre-exemple, on va dire que ça veut dire que c'est pas rédhibitoire. D'accord. Ça veut dire que, par exemple, je vais vous dire, voilà, quel CEO du service d'investissement a-t-il une crédibilité dans le secteur? Par exemple, a-t-il une crédibilité dans ce secteur? J'ai parlé de Madoff. Madoff, il a créé le Nasdaq. Donc, il avait une crédibilité dans ce secteur. D'accord. Et pourtant, ben, ça ne lui a pas empêché de faire un Ponzi énorme. Donc, c'est pas parce qu'on a une crédibilité dans un secteur que ça y est. Et encore, c'est pas un trader, c'était quelqu'un qui avait créé le Nasdaq. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est comment dire, c'est pas parce qu'une personne, elle a travaillé à Société Générale, a travaillé machin, peu importe, qu'en fait, ça lui donne une crédibilité sur sa compétence qu'elle prétend avoir à ce moment-là précisément. Par exemple, en trading, vous pouvez être qui vous voulez. L'important, c'est d'avoir des historiques de trading et d'avoir des historiques, de pouvoir expliquer qu'est-ce qui a changé, de pouvoir expliquer pourquoi vous êtes remis en question, de pouvoir expliquer comment votre stratégie a évolué. Parce qu'une stratégie, elle évolue avec le temps. C'est-à-dire que on a rencontré, moi, par exemple, sur certains maillots Facebook, j'ai des gros drawdowns. Et mes gros drawdowns, en fait, au fur et à mesure du temps, plus le temps avance et plus j'ai réussi à les réduire, parce que j'ai appris de mes erreurs, en fait. Il y a eu des fois où j'ai hedgé, alors qu'en fait, il fallait que je lâche prise. Il y a des fois où j'ai, comment dire, il y a des fois où j'ai pas pris de SL, donc j'étais en mode espoir. Enfin voilà, j'ai fait des erreurs. Donc c'est pour ça que j'ai pris un risk manager. C'est pour ça qu'après j'ai créé mon propre coaching pour que mes risk managers puissent me coacher et me mettre en condition en fonction des différents modes dans lequel je dois me trouver dans le trading, parce qu'il y a des modes en fait qui sont contradictoires. Si je me mets par exemple dans un mode analytique, alors que je dois lâcher prise, ben je vais rater mon trade et je vais mais une fois qu'en fait on a compris tout ça, la complexité psychologique, émotionnelle, etc., et ben après, on est un tueur. Après, ça y est, on est hyper carré, hyper carré. Et aujourd'hui, jamais j'aurais pensé, quand j'ai commencé le trading, arriver à ce niveau-là aujourd'hui du trading. Et voilà, à mon niveau personnel, déjà, je me suis rencontré parce que à force de se mettre en difficulté, on commence à comment dire, à trouver une force en soi, une résilience en soi et des capacités à rebondir ben, qui nous étaient inconnues. Et puis voilà, c'est ça qui est beau en fait. Donc, a-t-il une crédibilité en ce secteur? Petit 3, a-t-il de réelles compétences?
Y a-t-il un historique certifié et validé par une entité externe et sur lequel la société n'a aucun pouvoir? Alors, bien évidemment que MyFXBook, la société n'a aucun pouvoir, mais comme je vous ai dit que si la société elle a un pouvoir sur le broker. Donc, sur le broker, c'est lui qui envoie les informations au MyFXBook. Ben, en gros, les informations sur MyFXBook, le MyFXBook est tronqué et truqué. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à tous les points et vraiment, voilà. C'est très important. Petit 5. Le ou les tiers de confiance sont-ils réellement de confiance? Ou ont-ils été créés pour l'occasion? Ou ont-ils été rachetés récemment avec changement de direction? Voilà, le changement de direction, tout à l'heure, on parlait des futurs Ponzi. Ben, un futur Ponzi, ça pourrait très bien être, imaginé, alors, je vais caricaturer, hein, mais ça pourrait très bien être, imaginer un Vantage qui est racheté par quelqu'un et il change la direction et voilà, il fait un Ponzi, quoi. Et là, en fait, il aurait toute la confiance de tout le monde. Donc là, en fait, s'il y a un changement de direction, s'il y a un changement, faut faire un petit peu attention. Voilà. Et en plus, si le changement de direction coïncide avec tout d'un coup, comme par magie, plein de services qui marchent très bien, ben en fait, ça y est, vous avez les incohérences en fait. Voilà. En gros, ça c'est. Alors le 6e point. Mes fonds sont-ils hébergés par la société elle-même dans son back-office ou se trouvent-ils en sécurité dans une société régulée ou indépendante? Vous voyez, là, le 5 et le 6, donc le tiers de confiance et les fonds sont-ils hébergés? Ça, c'est rédhibitoire. Ça, c'est 2 trucs. Il faut absolument que ça soit OK. Vous validiez ça. À la limite, oui aussi, et aussi le 4. Avec l'historique validé, etc. Il faut aussi que vous ayez un historique, que vous sachiez où vous mettez votre argent, quels produits vous achetez, s'il y a des preuves concrètes, voilà, sachant que, par exemple, enfin voilà, après je vais pas m'éparpiller, mais en gros, voilà, c'est tous ces points-là, les preuves, le tiers de confiance, les fonds sont-ils hébergés par la société elle-même dans son back-office, tout ça, il faut pas qu'en fait, si la société héberge elle-même dans le back-office et qu'il n'y a pas de tiers de confiance, ben déjà, en gros, faut pas que vous mettiez votre argent. Ça va de soi. Le 7, quel est le risque pour mon capital et quelles sont les sécurités qui ont été mises en place pour respecter au mieux ce risque? Donc ça aussi, c'est des questions à vous poser. Quel est le risque pour mon capital et quelles sont les sécurités qui ont été mises en place pour respecter au mieux ce risque? Donc ça, c'est très important. Par exemple, moi, j'ai mes risk managers, j'ai mon coaching personnalisé, etc. En fait, moi, je suis très entouré. Je peux pas faire n'importe quoi. J'ai mes filets de sécurité. Et mes filets de sécurité, c'est les filets de sécurité que j'offre à mes clients. Voilà, il faut que vous sachiez, quelle est réellement, est-ce que la totalité de mon capital est en risque? Est-ce que c'est qu'une partie? Ok, c'est une partie. Est-ce qu'il y a le capital investi? Est-ce qu'il y a... Parce que moi, par exemple, je fais une énorme différence entre le capital investi et le capital, comment dire, le capital investi et le capital et le capital avec les gains. Voilà, avec les gains qui s'accumulent. Donc, en gros, voilà, moi, le risque, je le prends principalement sur les gains qui sont accumulés, pas sur le capital investi. Je prends qu'une très très petite partie du capital investi. Donc aussi la 8e question, c'est la personne qui m'a parlé de cette opportunité a-t-elle elle-même investi et combien? Quel est son intérêt à m'en parler? Donc comprendre bien évidemment tous les cercles de parrainage, etc. La 9e question, de manière systémique, est-il important de tout vérifier par vous-même? Oh, non, de manière systémique, il est important de tout vérifier par vous-même. On parle d'indépendance financière, on parle d'indépendance tout court, on parle de liberté. Si vous-même, vous mettez votre indépendance dans les mains de quelqu'un, dans les mains d'un réseauteur ou peu importe, vous n'êtes plus indépendant, vous n'êtes plus libre. En fait, vous n'êtes plus maître de vos décisions. Et ça, c'est important aussi que vous soyez maître de vos décisions parce que c'est les vôtres, c'est votre argent que vous avez gagné. Et plus vous prendrez du temps à analyser une société, plus l'investissement que vous aurez, vous pourrez le perdre parce que vous y croyez fort. D'accord? Quand on croit en rien, quand on croit en une personne, on peut en vouloir à quelqu'un. Mais en vouloir à soi, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en vouloir à soi, c'est apprendre de là où on a chuté et
même pas forcément en vouloir à qui que ce soit, juste se dire, j'ai chuté là, est-ce que je refais confiance parce que vous vous rappeliez des raisons pour lesquelles vous aviez investi, et si ces raisons sont réelles, normalement, si les raisons sont réelles et sont solides, vous continuerez à faire confiance, logiquement. Voilà. Donc, la dixième chose, une société honnête et viable a créé un cercle vertueux cohérent. Une société qui commence à payer les parrains par rapport au dépôt ne peut être autre chose qu'un Ponzi. Voilà. En fait, si on commence à payer d'abord les parrains et ensuite faire travailler l'argent, c'est pas possible. On fait d'abord travailler l'argent et avec les gains qu'on récupère, là, on peut payer au fur et à mesure et même peut-être faire du résiduel, etc. Voilà. Moi, ça me dérange pas du tout de prendre une partie de l'argent que je gagne et de le reverser au réseau. Au contraire, moi, je trouve que plus on fluidifie plus on fluidifie les canaux de distribution, et mieux c'est, quoi. C'est-à-dire que l'argent, il doit circuler pour moi. Pour moi, c'est ça. Donc voilà. Parce que en fait, on peut pas d'abord commencer par amputer un capital et ensuite attendre que le capital fasse des petits. Enfin voilà, en fait, si on ampute le capital, c'est-à-dire que les gains ils sont forcément amputés, ça veut dire qu'au final ça décale tout, ça veut dire que c'est faux en fait. Mathématiquement, ça peut pas tenir. Voilà, donc je vais vous laisser. Voilà, j'ai énormément parlé, je sais, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Non, mais c'est parfait, Anthony. C'était important justement d'apporter toutes ces précisions, pardon. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Aujourd'hui, avec ton regard de professionnel, de trader professionnel, pourquoi as-tu décidé d'être partenaire de Be My Flow et de gérer notre service de trading? Qu'est-ce que tu as déjà mis en place et qu'est-ce que tu voudrais mettre en place? Si tu veux en parler, bien sûr. Alors pourquoi j'ai choisi Be My Flow? Déjà parce qu'on a les mêmes valeurs. On a les mêmes valeurs humaines déjà. Parce que déjà, en fait, je trouve ça très courageux en tant que réseauteur d'avoir voulu, on va dire, faire une vraie société, prendre le risque, parce que c'est un risque, parce que c'est difficile, parce que trouver des vrais partenaires viables dans le temps et fiables, c'est très dur. C'est bien plus facile en fait. C'est bien plus facile de choisir le raccourci de faire un Ponzi. C'est bien plus facile d'escroquer que de réellement apporter de la valeur et de créer de la valeur. Mais en réalité, en fait, pour toutes les qualités humaines, pour aussi la compréhension et la confiance que vous avez mis en moi, voilà, pour les vérifications aussi que vous avez faites, parce que voilà, on va dire que vous ouvrez pas votre porte à tout le monde. Et puis justement, parce que je me sens bien, on va dire, chez Be My Flow, voilà, ça me fait plaisir de pouvoir reverser. Là, en fait, je travaille justement sur mon espace de travail, enfin sur le tableau de bord, sur le back office, sur mon back office, pour justement pouvoir ensuite reverser une partie en gros de mes commissions aux apporteurs d'affaires dans leur globalité. Donc, en fait, ça va créer du résiduel, ça va créer en fait des revenus mensuels avec, on va dire, assez intéressant. Je pense que connaissant ce marché-là, ce que j'ai à proposer, ce que j'ai à reverser, et je pense va en intéresser plus d'un et va en exciter plus d'un. Et je pense que voilà, avec ce que j'ai créé sur le long terme, on en a pour très 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 longtemps. Voilà, c'est une société, c'est une solution réellement pérenne ce que j'ai créé. Je l'ai créé à travers justement beaucoup d'échecs, et c'est mes échecs qui m'ont enrichi en fait. On fait pas des hauts rendements sans tomber plein de fois et se relever et apprendre et s'améliorer. Et une fois qu'on a créé réellement le bon équilibre, on le sait. Parce que ça y est, après, tout est cohérent. Nous-mêmes, on change parce qu'on est plus détendu. On arrive déjà à beaucoup moins travailler parce qu'en fait, ça y est, on sait qu'en fait, on a la bonne formule. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est des dizaines d'années de travail. C'est peut-être qu'on peut le faire plus vite que moi, bien évidemment. Mais voilà, ça se fait pas en claquant des doigts. Et aujourd'hui, je suis fier et heureux de pouvoir apporter on va dire, toutes mes compétences et tous mes apprentissages à des personnes, voilà, en gros, à des personnes qui feront travailler leur argent à travers mon service.
Alors, il y avait une question d'Anol. Qu'est-ce qui prouve que notre argent est en sécurité dans l'entreprise chez un broker, en fait, sachant que tout peut partir en un seul trade? Bah, ça, non, je pense que tu vas y répondre. Et que derrière, vous allez vous partager le gâteau avec le broker. Il y a tellement de choses que j'ai vues ces 2 dernières années. En fait, moi, je ne prends rien. En fait, je ne prends rien au broker. Le broker, je m'en sers comme intermédiaire. Moi, je prends tout sur le client. C'est-à-dire qu'en fait, si je fais des gains et je suis payé en high watermark. High watermark, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, j'ai fait plus 10%. Pour que je sois repayé de nouveau, il faut que je dépasse encore les 10%, etc., et ainsi de suite. Ça veut dire qu'en fait, je ne peux pas être payé 2 fois ou 3 fois sur la même performance. Il faut savoir une chose, c'est que euh, en réalité, si aujourd'hui je mets à disposition mon service, c'est parce que je sais qu'aujourd'hui il est mûr, je sais qu'il est mature, je sais qu'il est prêt, et je sais que je suis prêt moi aussi, voilà, à supporter toutes les turbulences. Et de toute façon, c'est le temps qui va faire que c'est le temps. Le temps va parler pour nous. Et en réalité, nous on n'est pas pressé. Nous, on n'est pas un Ponzi, nous, on n'a pas besoin de momentum, on n'a pas besoin d'attendre, on n'a pas besoin d'attendre que les clients arrivent en masse. Nous, on sait qu'en fait, au fur et à mesure du temps, en fait, on arrivera à être le meilleur lieu pour recevoir les clients et le meilleur lieu, en fait, pour recevoir les investisseurs. Donc, en réalité, il n'y a pas de souci, on a du temps, on est patient et on est confiant surtout et on le fait avec avec la plus grande bienveillance, même si ce mot est galvaudé bien souvent. En réalité, nous, on est vraiment des gens de cœur. Moi, je connais les intentions de Caroline, je connais les intentions, je connais les miennes notamment. Voilà, et je sais qu'en fait, on est réellement en alignement tous. Donc en réalité, voilà, après, si vous entendez pas le cœur parler, ben, en fait, suivez votre instinct. Hein. Si vous pensez que, en fait, on est là pour notre propre intérêt. Si aujourd'hui on a fait si aujourd'hui on a fait ce Zoom, c'est principalement parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que pour moi, en fait, j'estime qu'investir, ça a du sens et que en fait, c'est réellement pour moi le lieu où tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance de manière égalitaire quasiment. Ça veut dire que même quelqu'un qui a énormément d'argent, comme vous avez dit, hein, Mike Tyson qui a accumulé 500 millions d'euros, 500 millions de dollars, pardon, qui avait énormément d'argent, c'est pas parce qu'il a énormément d'argent qu'il va en gagner plus qu'une autre personne. Si lui, il n'est pas éduqué financièrement, ben, en fait, il prendra les mauvaises décisions, etc. Une personne qui a peu d'argent, si elle prend les bonnes décisions, elle peut très bien faire se constituer un énorme patrimoine, un énorme capital. Tout dépend en fait c'est pas l'argent que vous avez qui vaut cher, c'est la connaissance qui vaut cher. La connaissance que je vous ai donnée là, ça n'a pas de valeur. Réellement, si vous l'utilisez à bon escient, si réellement vous voyez ce qu'il y a derrière mes mots, ça n'a aucune valeur ce qu'on est en train de vous donner. En fait, c'est des années, des années et des années d'observation, des années de recherche, des années à regarder les mêmes schémas se faire. Et aujourd'hui, on vous donne ces schémas-là et on vous les donne comme ça gratuitement et on vous les donne avec le cœur parce que ça nous fait plaisir. Et c'est tout. Oui, puis donc pour revenir sur le trade, un seul trade qui cramerait le capital, ça, c'est pas possible dans ta stratégie. Non, non, non. En fait, déjà, je fais un trade après l'autre. Donc, c'est je gère mon risque intégralement. Ça veut dire que je fais un trade après l'autre. J'ai des SL, etc. Mes SL sont surveillés par des risk managers qui sont été formés j'en ai un qui est en cours de formation et un autre qui a été formé pendant plus d'un an avec moi et qui a traversé beaucoup de choses. Et justement, ça nous a permis justement de nous caler, etc. Donc, en réalité, voilà, après, ça prend du temps de se caler avec quelqu'un, ça prend du temps, tout prend du temps. Mais franchement, à partir du moment où on ne veut pas griller des étapes, à partir du moment où quand on a des problèmes, on prend positivement, etc., on trouvera toujours des solutions. Et là, récemment, en fait, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai créé en fait un plan de gratitude entre guillemets de toutes les personnes qui m'ont soutenu et je vais reverser en fait tous les mois et de plus en plus de l'argent à toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant, on va dire, ma société, elle date depuis 2019. Donc, depuis 2019, toutes les personnes qui m'ont soutenu, ben, je vais leur reverser une grosse partie d'ailleurs, parce que, bon, je vais pas vous dire combien, mais une grosse partie de ce que je gagne. Parce que en fait ça me fait plaisir parce que aussi c'est pour que vous compreniez aussi la différence entre
perdre de l'argent, si on peut perdre de l'argent dans une Ponzi ou perdre de l'argent dans une société, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, il y a des valeurs derrière. Enfin voilà, quand on est actionnaire d'une société, c'est pas parce tant qu'on n'a pas vendu et tant qu'on croit en la société encore, ben en fait la société elle peut, on va dire exploser à n'importe quel moment. Donc en réalité, c'est toujours une vision long terme, c'est toujours faire croire en l'humain plus que même au produit en lui-même, parce qu'il y a la capacité de la personne. Et puis, si une personne fait les choses avec le cœur, et ben en fait, elle trouvera toujours des solutions, parce qu'elle sera sincère et authentique. Et réellement, les marchés financiers, il y a beaucoup de gens qui pensent que les marchés financiers et les traders sont, enfin oui, on va dire que quand je vous ai peint le secteur en lui-même, il est pas glorieux, mais par contre, on peut très bien trader et être au service de valeurs nobles, et c'est aussi un métier très authentique. C'est un métier où on peut pas tricher, c'est un métier où on peut pas dire qu'on trade bien si on trade mal, on peut pas dire qu'on a respecté ses règles si on les a pas respectées. Parce qu'à un moment donné, en fait, tout va se savoir et tout va ressortir. Donc, en réalité, voilà, c'est un métier qui est, pour moi, authentique, et j'essaye de l'être aussi avec les gens. Ben, Ils me font merci. confiance. Mais les gens en général aussi. Ben Pas que, voilà, tu vois un pas petit que. message. Anthony, t'es génial, t'es passionné. Voilà. Mm. C'est beaucoup de cœur, hein, des 1000, des 100 000%, voilà, de confiance. Voilà. Mm. Il y a eu une dernière question, si tu veux. Alors bon, ça, non, c'est une question sur le level 2, level 1. Bon, je sais pas si tu veux vraiment rentrer dans la stratégie. Je Non, pense que non. c'est pas ce soir. Il y a le canal pour ça. On Il a y a le déjà le canal. canal. Caroline a remis le lien du canal, hein, donc là, voilà, vous allez sur le canal et Anthony répond déjà à ces questions en fait sur le canal incubateur BMF. Voilà, Elles sont déjà répondues sur les messages épinglés. tout à fait. Bon, bah écoute, il n'y a pas d'autres questions que je vois ici. Bon, il y a quelqu'un qui demandait pour le broker, si tu connaissais le broker, broker group, si ça te dit quelque chose. Non. Donc moi non plus. Merci Mauvais Anthony signe. pour ton honnêteté, tes valeurs. Merci d'être toi, tout Ah, simplement. Broker Group, c'est pas Omega Pro, ça? Si, c'est Omega Pro, ça, je crois. Bon, de toute façon, comme on a dit, on n'est pas là. Voilà, aujourd'hui, Anthony était là pour surtout vous donner les clés, justement, pas pour. Normal- Voilà. Normalement, vous êtes à même, maintenant, normalement, vous êtes à même d'analyser vos propres services d'investissement. Là, on a parlé de manière globale parce que c'est le plus intéressant et le plus important, c'est que vous compreniez, en fait, les schémas globaux et les questions à se poser, comment réellement réfléchir quand on vous propose quelque chose. Et à partir du moment où vous avez on va dire, cette trame, ça y est, normalement, vous avez plus besoin de moi, quoi. Mais si, on aura toujours besoin de toi, Anthony. Oui, oui. Bon, bah écoute, Ouais, merci Anthony, c'était vraiment super. J'ai hâte de réécouter là, tu vois, parce qu'il y avait énormément d'informations. On en parle, tu vois, on s'échange pas mal de messages là. Et waouh, tu es une personne exceptionnelle de cœur et tu sais que c'est pour ça qu'on s'aime. Hein. Ça, c'est fort. Et puis cette sincérité, cette authenticité, tu vois, et malgré toutes les menaces qu'on a pu recevoir, j'ai été trouvée hyper fair-play, pas de nom de scam et de Ponzi qu'on connaît, et c'est bien, mais ça donne tous les outils pour tout le monde pour repérer tout ça. Et c'était pas si facile parce que quand on est réseauteur, on n'est pas des professionnels et on se fait vite arnaquer, quoi, parce qu'il a une bonne tête, parce que le plan de REM il est bien, parce que ceci, cela. Et bon, on l'a tellement subi que voilà. Donc je suis hyper contente de ce Zoom et j'ai hâte de le rediffuser là, tu vois. et on a Donc merci beaucoup. on a un beau message de Patrice qui dit Anthony, le bro cœur, le cœur. Ouais, j'ai adoré. Ouais. Voilà, super. Merci Bon, à toi, Steph aussi. ouais, merci. Moi, je peux vous dire merci à tous. Voilà, moi, je pense qu'on va mettre bien sûr fin à Oui. ce Zoom de formation. On pourrait discuter avec Anthony encore pendant 3 heures, c'est pas un problème. On fait souvent. Voilà, mais bon, c'était super sympa qu'il ait participé aujourd'hui à cette formation. C'était quelque chose qui était important pour nous, pour le réseau surtout, pour vous donner toutes les ficelles, toutes les clés. Hein, c'est vraiment ça, vous donner les clés, comme l'a dit Anthony, pour éviter d'aller vers des scams, voilà, ou des business qui sont peut-être pas des scams, mais bon, qui peuvent être risqués. Voilà. Donc à vous de faire après, voilà, la part des choses. Reprenez bien le Zoom.
voilà, revoyez, on va vous fournir bien sûr le replay, Oui. vu qu'il a été enregistré, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu venir aussi ce soir. Moi, j'ai eu beaucoup de messages comme quoi, voilà, beaucoup ne pouvaient pas participer. Oui. Et puis, il y a eu ce problème aussi de changement, bien sûr, de salle au dernier moment. Donc voilà pourquoi on a décidé d'enregistrer le Zoom ce soir, et pour qu'un maximum de gens, bien sûr, puissent voilà, avoir toute cette formation que nous a apporté Anthony ce soir. Donc moi, je remercie vraiment beaucoup Anthony, parce que voilà, c'est quelqu'un de disponible, c'est quelqu'un qui vient proche Toujours. du réseau, donc ça c'est très important pour nous. Je remercie aussi tous ceux qui ont les modérateurs, aussi Christophe qui nous a prêté sa salle bien sûr, et puis bien sûr tous les membres et toutes les personnes qui étaient là ce soir. Et on a notre deuxième trader quand même, Alain, qui était là et qui fait la pub sur les réseaux. Il faut venir sur le Zoom, Anthony. Voilà. C'est top. Et qui a pris, Donc ça aussi, c'est bien aussi de voir cette solidarité entre partenaires. On se kiffe tous et voilà, les mêmes valeurs. Et ça, c'est top. Et voilà. puis, je voudrais une petite pensée aussi pour notre grand top leader, cher Alain, Ouais. et notre amie Firmine qui sont à l'hôpital et qui sont vraiment en très mauvaise posture en ce moment, le palu, tout ça. Bon, voilà, des grosses difficultés. On a fait notre cagnotte, nous, on a envoyé tout ça là-bas parce qu'il fallait penser à eux et puis à leur traitement et aussi à leur famille. Et voilà, on a une très, très grosse pensée pour eux. On les aime très fort et on a hâte qu'ils reviennent nous voir là, vite fait, bien fait. Bonne soirée à tout le monde. Tout à fait. Merci, Merci. merci. Bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao.